Aujourd'hui, j'ai envie de vous conter mon anecdote la plus humiliante. Moi, je suis né, j'ai grandi à Montréal, dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. Fait que toute ma jeunesse, c'était dans une ruelle. Mon père, il me garochait dans la ruelle, puis il disait « Fais des mauvais coups, puis reviens pour souper. » Je disais « OK. » Fait que ce que je faisais, moi, à 7 ans, j'avais un problème. J'avais tellement de plaisir à jouer avec mes amis que je voulais pas rentrer chez moi, aller à la salle de bain. Fait que ce que je faisais, c'est que je chiais partout dans la ruelle. Moi, à 7 ans, ce que je faisais, c'est je jouais au hockey. Je dropais mon bâton, je m'accroupissais dans la ruelle, je chiais, puis je continuais à jouer au hockey. Fait que la ruelle Louis-Aymon, à Montréal, en genre 95-96, était remplie de mes excréments. C'était dégueulasse. Il y avait de la merde partout de moi. Et j'ai un ami avec qui je traînais qui a un souci écologique et esthétique de la ruelle. Il s'est dit, Thomas, ce serait une bonne idée si tu chiais à un seul endroit. Puis j'avais c'est une bonne idée. Fait que je chiais toujours sur la même clôture des gens hyper riches de la ruelle. C'est là que j'allais chier. Fait que maintenant, je jouais au hockey, je dropais mon bâton. Je courais. J'allais chier sur la clôture, je revenais, je continuais à jouer au hockey. J'avais cette énergie-là. Là, un jour, on jouait une partie de hockey contre des gens qu'on connaissait pas. Fait que c'était une partie vraiment importante. C'était notre match numéro 7 de la Coupe Stanley. Fait que je joue au hockey. Et soudainement, je fais ce que je fais toujours. Je lâche mon bâton. Puis mon ami, il avait besoin de moi dans son équipe. Il a fait non, je suis pas ici, je suis dans les vidanges. J'ai fait OK. Et là, devant tout le monde, devant environ 15 personnes, des gars, des filles, des vieux, des jeunes, j'ai baissé mes culottes et j'ai chié en regardant tout le groupe dans leurs yeux. Ce qui, aujourd'hui, est un tour de force parce que moi, je peux même plus aller dans les toilettes publiques, mais moi, à 7 ans, je pouvais déféquer devant un public, devant... On peut peut-être aussi croire que c'est... On peut voir ça comme une métaphore, comme mon humour. Mes idées, je les chie, puis le monde me regarde. Bref. Fait que j'ai fait ça. J'ai chié Je pense, à l'époque, je devais peser 40 livres, et mon tas devait en peser 76. Fait que j'ai fait ça, puis les enfants qu'on était, on a juste continué à jouer au hockey, puis on a oublié qu'il y avait des excréments sur des vidanges. Il est arrivé plutôt, ce qui devait arriver. Les propriétaires des vidanges sont sortis et il y a un gars qui a crié « C'est qui le chien qui a chié sur mes vidanges? » Il y a une petite fille qui m'a juste pointé, il a fait « C'est pas un chien, c'est lui! » J'ai paniqué, j'ai couru. Je suis rentré dans ma cour, puis je me suis caché chez moi. Et là, c'est clair que le gars a juste fait « Bon, mais je sais où il habite, mais aller confronter son père, puis dire « Ton fils est un animal, fais quelque chose. » Et le lendemain matin, mes parents, mon père et sa blonde, au lieu de me chicaner, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils m'ont posé des questions psychologiques. Au lieu de crier après moi pour faire genre « je chie pas chez le monde, tabarnak », ils m'ont dit des choses du genre, et je me rappelle, la blonde de mon père a dit « Qu'est-ce que tu essaies de nous communiquer en faisant ça? » Et ça m'a bouleversé. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, il faut que je parle de mes émotions, de pourquoi je chie par temps. » Et pour pas avoir ces conversations-là, je leur ai promis que je vais plus jamais chier dans la ruelle, et ça s'est réglé. J'ai pu chier dans la ruelle parce que je voulais pas aller au fond de moi, je voulais pas savoir pourquoi j'agissais comme un chien. Parce que ce que les chiens font, quand ils sont fâchés, ils chient où il faut pas. Et je voulais pas savoir pourquoi moi, à 7 ans, j'avais une colère, j'avais un mal d'être qui faisait que j'agissais comme un berger allemand. Ça, c'est mon histoire. Je sais pas s'il y a de morale, je sais pas si ça vaut la peine d'être raconté, mais il est trop tard, c'est sur Internet. Si jamais vous voulez me dénigrer, ou si jamais vous dites que vous trouvez quelque chose que je dis est intelligent, regardez cette vidéo-là, puis dites-vous que moi, c'est là de je viens, moi, à 7 ans, je suis la personne qui chiait dans la ruelle Louis-Aymon. Salut Jean-Tom. Bonjour Tommy Boy. Heureusement, les seuls qui m'appelaient comme ça, c'était mes amis algériens criminels. Ah, OK. Ils m'appelaient... Tommy Boy? Ils m'appelaient Tommy Boy. Ça me valorisait tellement. Mais toi, est-ce que tes meilleurs amis t'appellent Tom? Mes meilleurs amis m'appellent Thomas. Très peu de gens m'appellent Tom. OK, parce que moi, mes meilleurs amis d'enfance m'appellent Tom. Mm-hmm. Mes très, très bons amis, pas d'enfance, mettons Mike, qui m'appelle Jean-Tom. Puis le fait que Mike m'appelle Jean-Tom à sous-écoute, ça fait en sorte que plein de monde m'appelle Jean-Tom. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde m'appelle Jean-Tom. Ce qui est bien correct, c'est très mignon. J'ai 2 très, très bons amis qui m'appellent Toby, pour une raison que j'ignore complètement.
T-O-B-B-Y. Parce qu'il y en a un qui s'est même appelé Tob à un moment donné. Au lieu de Tom, il s'est mis à m'appeler Tob. Je pense Parce qu'il y avait un rhume? Non, je pense que c'est parce qu'il mixait Jobin. Thomas Jobin, Toby. Il est pas en marketing, cet ami-là. Non, c'est un gars que j'espère rapidement son décès. Ben non, je l'adore. C'est Maxime Gagnon, c'est un très très bon ami. Et j'adore ça, Toby. C'est juste qu'on dirait un autre chien. Je comprends. Mais c'est le chien qui fait du C'est sport. un chien qui fait du sport. Moi, je pensais que c'était ça la joke. C'est vu que tu fais beaucoup de sport. Ah, peut-être. J'ai fait, le chien qui fait plein de sport, c'est Jean-Thomas, on va l'appeler Toby. Ah, mais tu vois, ça m'aurait plus flatté. Je sais comprends. pas si tu as vu le lien avec le chien. Bien Flatté. sûr. Ah, Je sais pour que vrai, moi, je pense que honnêtement, si le podcast finissait là, il n'y aurait pas de honte. Parce que c'était vraiment un début fracassant. Ah ouais, c'était comme on est comme Orson Welles, il aurait dû arrêter à Citizen Kane. C'est juste extraordinaire. Rosebud. Oui, Rosebud, qui est en fait une luge. C'est ça le punch. C'est vrai? Ouais. On a spoilé le plus grand film américain. C'est ça le Tu vois, spoil. je me rappelle que j'ai vu ce film-là dans mon cours de cinéma américain au cégep, mais honnêtement, c'est vraiment un de mes problèmes en vieillissant. Je suis rendu un très vieil homme, mais je perds vraiment la mémoire. Hier, j'ai un ami qui essaie de me rappeler une chicane qu'on a eue il y a 10 ans, et il m'a dit, on a été en frette pendant un mois et demi, je n'ai aucun souvenir du sujet de la chicane. J'ai comme, OK, ben je peux assurément pas être en frette encore avec toi là-dessus, parce que je m'en souviens pas, mais c'est ça, j'ai plus de mémoire. Wow, mais oui, mais t'as pas mémoire pour les choses abstraites puis niaiseuses, comme le punch de Citizen Kane puis la chicane avec un chum. Ouais, mais c'est pas niaiseux la chicane avec un chum, mais ça prouve à quel point j'ai pas de rancune. Je suis pas rancunier. Et probablement que c'était de sa faute. Parce que c'est un gars, c'est un bully. Ah ouais? Mais non. Ah, ok, excuse-moi. Mais tu vois, toi, ta mémoire, tu veux commencer? Vas-y, je t'écoute. Ah non, ma mémoire est nulle. Ta mémoire est nulle? Ma mémoire est nulle parce que je fais beaucoup de déni. Puis j'haïs me il y a des choses qui... Plusieurs fois. Tu te rappelles quand t'as dit ça? Je fais non. Ou t'as fait ça? Non. Je me rappelle de rien. Mais c'est parce que psychologiquement, tu braques parce que tu sais que c'est probablement arrivé? C'est exactement ça. Mon cerveau vit dans le déni. Fait comme, OK, on va pas se souvenir des trucs atroces que t'as fait, puis stupides, puis humiliants. Puis on va juste Dieu sait que t'en as fait. Oui, Dieu sait que j'en ai fait beaucoup. Fait qu'on va remplacer ça par des statistiques de football américain. Ah! Entre les années 2005 et 2019. Fait que c'est comme ça qu'ils meublent à chaque fois que tu as un espace vide dans ton cerveau, c'est des stats de foot qui viennent meubler, c'est ça? Ouais. Je suis un peu jaloux, j'aimerais ça. C'est pas pire, hein? Quand même. Commençons dès le début. C'est quoi ton nom? Puis t'es né où? En quelle année? Je suis né... donc, je vais dire ma date de fête. Ouais. Je suis né le 16 juin 1975, mais en fait, approche à grands pas. Je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. Fait que si c'est diffusé peu de temps après, peut-être les gens rétroactivement pourraient me souhaiter bonne fête. On le souhaite. Puis si c'est quand il sort, c'est sur le point d'être ma fête, soyez stand-by pour me le souhaiter la journée même. 16 juin 1975, ce qui me fera bientôt, où je viens d'avoir 44 ans, ce qui est un âge déprimant quand tu te sens un enfant dans ta tête. Et je suis né à Sainte-Foy. À Québec? Je suis un petit gars de Québec. Comme Patrick Roy et Jean Leloup. Oh! C'est comme les deux gros noms associés à Sainte-Foy. Et j'espère éventuellement devenir comme le troisième, ça aligne. C'est bizarre, mais je trouve que t'es exactement au centre de Patrick Roy et Jean Leloup. Ça, c'est les deux opposés. Je pense que toi, t'es vraiment au centre. C'est vrai que... Puis ces deux gars-là. C'est vrai que je suis pas le plus champ gauche des trois. Ben, en fait, ça dépend pourquoi. Non. Et le plus champ gauche, c'est Leloup. À des années-lumière. C'est sûr que Jean Leloup est le plus champ gauche. Et Patrick Roy, plus à droite. Fait que j'étais au centre, puis comme j'étais un joueur de centre au hockey, je pense que ça fit. Puis Patrick Roy, c'est un très bon gardien de but, mais c'est un excellent joueur de hockey-ball, joueur et non gardien. Ben, il est sûrement pas mauvais dans les buts au hockey-ball, mais c'est un très bon joueur de hockey-ball comme joueur. Okay. C'est un excellent joueur de tennis aussi. Je fais l'éloge de Patrick Roy aujourd'hui. Tu fais bien, man. Tu fais bien. Ah ouais. Tant que c'est pas l'éloge de ses relations amoureuses, tout va bien. Ah, OK. Non, c'est pas mais je pourrais-tu avoir des potins? Là-dessus, j'en ai pas, par contre. Des potins sur la vie amoureuse de Patrick Roy? Non. On va sauter notre tour. Il y a bien des aspects le fun de Patrick Roy. Okay. Je pense que sa vie sentimentale, on va faire semblant qu'elle n'existe pas. OK, parce qu'on dirait que tu veux t'ouvrir une boîte de Pandore puis t'as l'impression qu'il y aurait-tu de la substance négative? Oui, énormément. Okay. Mais d'habitude, t'aimes ça, les affaires un peu
qui brasse de la merde, toi, non? Et malheureusement, oui. Malheureusement, Mais là, oui. vu que c'est ton podcast, tu veux comme ton décorum est un petit peu plus classique, c'est ça qui arrive? C'est la première fois de ma vie que je prends de quoi au sérieux puis que j'ai un peu de... Ouais, Tu viens de- peut-être. Tu m'as pogné, oui. Fait que ça a mettons aujourd'hui, vu que c'est comme ton podcast, t'aurais comme pas bu, mettons. Non, j'ai pas bu. Ah, Non, non, mais- mais je bois jamais, tu écoutes. Ben non, quand on l'a fait ensemble, t'avais bu, non? Non, c'était juste des 7-Up. Pour vrai? C'était juste des 7-Up. Fait que tu bois jamais dans la vie ou. Non, je bois en tabarnak dans la vie. Ok, mais pas des podcasts parce que t'as peur de trop déraper. Non. Ah non, ok, c'est ça, c'est que t'avais commencé à boire après et c'est quand on est allé à Banquise que t'as fait des malaises à Banquise, c'est vrai. Je me souviens. Moi, ben c'est ça, je m'en souviens, même j'ai pas de mémoire, ça je m'en souviens très bien. C'est quoi les malaises? Parce Ça que tu m'intéresse. disais des 4 vérités à des filles. Genre, on mangeait une poutine, il y avait moi, toi, puis Mike, puis tu shootais des affaires. Tu riais des gougounes à une fille. Tu te souviens pas de ça? Il y avait comme une fille qui était en gougoune. Puis c'était semi-méprisant. Puis moi, Mike, on était comme, faut-tu assumer qu'on est avec lui? J'ai fait la même chose dimanche dernier. À la banquise Non, encore? j'étais ivre, puis je suis allé... Parce que je voulais offrir un cadeau à Mike. OK. Je suis allé au bordel. OK. Il y avait l'ami à Rosalie Vaillancourt, puis j'ai ri de sa sacoche. J'ai dit que sa sacoche était laide. Mais elle l'a-tu mal pris? Parce que la Super fille... mal pris. Ouais, ben, je pense- Elle a mal pris parce qu'elle m'a dit, toi, t'es pas drôle. Puis Ok. j'ai dit, tu me passeras ta sacoche, peut-être que je vais être plus drôle avec ça sur scène. Puis là, elle est partie. Je pense que Rosalie, elle doit pas triper. Mais là, Thomas, qu'est-ce qui se passe? Faudrait peut-être t'apprendre à trouver le... Peut-être que c'est quand c'est sous que ça dérape. Non, mais malheureusement, le- j'ai aussi vécu des moments de même quand j'étais à jeun. OK. Si seulement. Fait que t'es comme un peu Kramer dans... Je sais pas si tu suis Seinfeld. Oui. Tu fais la job sale. Tu dis des trucs que personne n'ose dire. Toi, t'es chaud. Oui, parce que puis ces choses-là sont jamais nécessaires à dire. Ben, alors, effectivement, parce que les gougounes de la fille à la banquise, je les aurais pas spotés. J'avais complètement oublié ça. Oh, pas moi. Mais c'était divertissant. Je me souviens qu'il y avait comme une... elle était avec un groupe d'amis filles, puis les filles étaient vraiment super fines, puis ça a créé un mur entre les deux tables. Mais nous autres, au moins, rassure-toi, moi puis Mike, on t'a beaucoup excusé. Quand t'étais allé à la salle de bain, on dit il est fin, il est un peu sous, c'est sa façon de creuser, il creuse malhabilement. J'avais aucune idée que ça arrivait. Il est en amour avec toi, mais il méprise tes gougounes. C'est sa façon de te hameçonner. Ah, puis en plus, c'est ça. C'est mon... Ouais, c'est exactement ça. Vous avez compris exactement c'était quoi. En fait, parce que la fille était cute à mon J'en souvenir. doute pas, parce que c'est mon genre de... Cette fille-là est cute, puis... Je sais pas quoi ça me dire. boule- donc. Non, pas je sais pas quoi dire. Moi, faut faire attention à moi. Moi, j'ai un fond d'incel. Tu sais, les gars sur Internet... C'est un gars sur Internet qui pense que les filles doivent coucher avec eux autres parce qu'ils existent, là. J'ai ça au fond de moi. Faut que je le maîtrise. Fait que quand je vois une jolie fille... Au lieu de faire « Ah, c'est une jolie fille », je fais « C'est une jolie fille. Ah ouais, c'est vrai. Les jolies filles, si ils veulent pas de moi. Ah ouais, c'est ça. Ah, si, Ok. jolie fille, sais-tu quoi? T'es laide. » Puis là, tout ce qu'elle fait, c'est manger une poutine. Puis là, il y a un gars qui dit qu'elle est laide parce qu'à 14 ans, une journée, j'étais en amour. J'ai pas osé le dire. Je pensais que je méritais de l'amour et de la sexualité. OK. Puis ça explose. Fait Alors, que j'avais tu te fais il y a comme un build-up psychologique qui se fait dans ta tête tout seul. C'est comme Oui. si tu étais en combat avec toi-même et ton enfant intérieur parfois rejeté. Oui. Ou C'est que exactement tu ça. as l'impression que tu t'auto-rejettes, tu te sabotes avant même d'avoir une chance peut-être avec la fille, mais tu te sabotes parce que tu dis ça se peut pas que j'ai accès à elle, ça se peut pas faire aussi bien. C'est exactement ça. Ah. C'est précisément ça. Oui. Ben, tu vois, mon Dieu, je devrais faire ton psychologue, mais en même temps, je sais que t'en as une, t'as l'air assez attaché, t'en parles souvent sur les réseaux Oui, sociaux. je la vois Fait que tantôt, c'est le fun. Ah ouais? Tu y parles souvent de moi? Jamais. Mais je peux faire ça ce soir. OK. Je peux lui parler de toi. Tes séances, elles durent combien de temps? Parce que moi aussi, j'ai une thérapeute, puis ça dure 50 minutes, je trouve ça trop court. Moi, c'est 1 heure. OK. C'est 1 J'aimerais heure. ça avoir un petit 10 minutes de plus. Mais bien sûr. Je vais peut-être dire, Thomas Levac, il y a 1 heure, lui. Fais-le. Je veux dire ça, bien. Quand j'arrive plus tôt, j'ai un peu plus de temps. C'est magnifique. Ben, en fait, je pense que le 10 minutes, elle s'en sert, mettons, entre 2 séances, puis elle prend ses notes sur à quel point je suis un être lourdeau. Donc, je pense que ça fait partie de l'heure, mais j'ai techniquement juste 50 minutes de conversation. C'est nul. La tienne, est-ce qu'elle jase beaucoup?
Dans le sens que, as-tu l'impression, es-tu plus dans l'écoute ou... Parce que on s'entend que tu es un verbomoteur. Fait que est-ce que, mettons, quand tu t'assois, elle attend, tu te mouilles sur un sujet. Moi, toi, je fais tout le temps ça. Puis à ce temps, je me moque d'elle avec ça. Je la regarde, je fais comme, oh, elle attend que je dise de quoi. Je fais tout le temps ça. Mais, Meilleure amorce! Mais c'est parce que ça me dégêne. Des fois, je suis gêné et je sais pas quoi dire. Puis souvent, moi, je prends un coussin. Il faut tout le temps que j'ai un coussin sur moi. Fait que je mets un coussin. Puis là, des fois, elle analyse que c'est comme une symbolique que je veux faire une forme de protection. Le coussin, c'est une forme de protection. Fait que là, c'est rendu que je connais tellement ces patterns que je les ironise, mais gentiment. Fait que des fois, ça me dégêne, puis là, ça ouvre la conversation. Et qu'est-ce que tu travailles avec ta psychothérapeute? Moi, j'ai perdu mes 2 parents dans un espace rapproché il y a moins de 2 ans. Fait que je suis encore là-dedans. Là, dans le sens que je me rends compte que j'ai un côté très gamin. J'ai toujours eu un côté très gamin. Puis ça fait en sorte que moi, j'adore mon côté gamin. Je suis très ludique. Puis j'ai peur. Tu sais, quand j'ai dit que j'avais 44 ans tantôt, je déteste vieillir. Je déteste vraiment ça parce que pour moi, plus je vieillis en âge, même si l'âge, c'est juste un chiffre, on dit ça, mais ça reste quand même que... T'as pas la même vivacité d'esprit puis la même force physique qu'à 27. Ouais, puis c'est aussi, je me rapproche de la mort. Tu sais, quand je fais x2, j'ai 88. Fait que je me rendrais... J'ai peut-être dépassé la moitié de ma vie. Fait quelque chose de bien épeurant. Fait que pour moi, vu que je me sens enfant dans ma tête, c'est comme une façon pour moi de refuser de vieillir, je pense. Puis... le fait que j'ai pas d'enfant moi-même, ça fait en sorte que mon côté un peu vieux garçon puis enfant qui refuse de vieillir, même je peux avoir un côté très adulte sur plein d'affaires, plein de conversations. Je suis pas toujours en train d'ironiser la vie, mais j'aime garder ce côté gamin-là. Puis là, le fait que je sois devenu orphelin rapidement et que j'ai pas d'enfant, c'est comme si mon côté enfant, il est challengé par mon côté adulte de « OK, là, je suis plus l'enfant de personne. Je suis moi-même... Pas un parent. Je suis pas un parent, donc mon rapport... J'adore le rapport parent-enfant, mais là, je l'ai plus en ce moment. Puis là, c'est comme si j'étais en combat intérieur, là, pas douloureux, mais en combat intérieur de OK, mais c'est quoi la prochaine étape pour moi? Je veux-tu devenir un parent, avoir moi-même des enfants? Je me ferais pas adopter par d'autres parents. Donc, au Japon, ils font ça. Ah oui, il y a des gens de 44 ans qui se font réadopter. Ouais, parce que c'est comme ça que quand un chef d'entreprise nomme un autre PDG, il l'adopte. Comme ça, mettons l'entreprise Suzuki, c'est toujours un Suzuki qui l'a. OK, mais d'un point de vue légal. Ouais. Mais c'est-tu comme juste une twist pour garder le nom Suzuki? Ouais. C'est exactement ça. OK, fait que s'il n'y a pas est-ce qu'ils passent Noël ensemble quand même? Ça, je le souhaite. Ben, quand même. Si, mettons, il l'a adopté, ce serait quand même cool qu'il l'invite à Noël. Mais c'est ça, donc, je travaille ça beaucoup, mon côté enfant, le rapport avec mes parents. J'avais un rapport très sain avec mes parents. Oui, t'es un des rares artistes humoristes que je connais qui s'entendent bien avec ses parents, qu'il n'y a pas de frustration par rapport à ses parents. Ouais, non, j'ai pas de frustration du tout, mais des fois, j'ai des... Tu sais, quand t'es dans un deuil, t'as comme plusieurs phases. T'as la phase tristesse, t'as la phase regret. Même si t'as été là, t'as quand même des regrets. Ah, est-ce que je leur ai posé assez de questions de leur vivant? J'ai-tu appris assez à les connaître? Est-ce que... parce que moi, mes parents, on était très proches, on avait un très beau rapport, mais ça a toujours été... Il y en a qui ont un rapport très... amicaux avec leurs parents. Et là, c'est mon meilleur ami, c'est mon père, c'est ma mère. Moi, c'était mes parents. Ça a toujours été ça, le rapport. Mes parents m'ont eu tort aussi, en plus. Puis, mes parents, surtout ma mère, était très protectrice, très mère-poule. Et moi-même, la sachant mère-poule, j'étais très protecteur envers elle. Dans le sens que quand je filais pas, ou j'avais une peine d'amour, c'est sûr que je le disais pas à ma mère, parce qu'elle l'aurait pris... sur ses épaules, puis pas qu'elle se serait jugée fautive, mais elle aurait été triste pour moi, elle aurait fait de l'anxiété. Fait qu'on avait un rapport de protection mutuelle, puis tout ça. Fait que c'est tout ça que j'essaie de débroussailler, de comprendre qui je suis. Là. Je suis là-dedans. Là, est-ce que tu penses que ça... Un truc... est-ce que Je commence. Vas-y. Dès le début, est-ce que tu étais
honnête avec la thérapeute ou tu voulais un petit peu la faire rire, tu voulais la séduire, pas juste la séduire parce que c'est... Non, je comprends. Il y a un rapport de. Il peut y avoir dans toute relation, il y a un rapport de séduction, là, autant. Même si c'est pas dans un. Même si c'est dans un but platonique, ouais, c'est ça. Dès le début, tu y allais. Non, surtout dès le début, j'étais dans un moment où j'en avais encore plus besoin, fait que c'était sérieux. J'étais vraiment pas du tout en mode. Mais t'as de la peine. J'avais de la peine, puis j'avais besoin de parler, puis c'était chargé, donc c'était pas du tout... Là, des fois, c'était un peu plus léger par moment, parce que je la connais plus, puis on dirait que j'étais un peu plus à l'aise de me moquer d'elle gentiment si je trouve que ça s'y prête, ou, tu sais, je la trouve super bonne, là, elle va faire comme, pourquoi il parle autant de moi? Si ça tombe là-dessus, elle va faire comme, pourquoi il parle autant de moi? Peux-tu parler d'elle? En as-tu parlé de ça? D'elle? Parce que moi, on a une conversation, ma psychothérapeute et moi, sur qu'est-ce que je peux dire sur elle et mon rapport avec elle dans ce que j'écris puis dans les médias. Ah, OK. Non, j'ai pas parlé de ça avec elle. Je n'ai pas parlé de ça avec elle. Je reste assez générique, mais j'ai une très haute estime d'elle. Puis, mais en fait, c'est ça. Je pense que non, je suis vraiment dans un... Je pense que je suis dans une phase où je veux me connaître plus sur plein de plans, on dirait... Essayer de comprendre qui je suis. Je me comprends, mais on dirait que le deuil m'a comme confronté un peu plus, justement, surtout pour mon côté enfant, puis mon refus de vieillir, puis être serein face au vieillissement. Puis moi, j'avais très peur de mourir quand j'étais jeune et même adulte parce que je voulais pas mourir avant mes parents. Parce que même si j'avais très peur de souffrir et d'être triste à leur décès, je savais que c'était eux, ils s'en seraient comme... Ben, pas qu'ils s'en seraient jamais remis, mais la peine que ça leur aurait fait, pour moi, c'était à moi à vivre ce chagrin-là parce que je suis plus jeune, puis tout ça, puis je voulais... Donc, puis il y a 2 fois dans ma vie où j'ai passé proche de mourir, puis je me rappelle, je me suis dit, je peux pas faire ça à ma mère. Je peux pas faire ça à ma mère pendant... Ben, je veux dire, je peux pas... J'aurais pu rien faire, mais ça m'est venu dans ma tête, tu sais. Une fois, en m'étouffant avec des Fruit Loops, une fois. Ah, t'avais quel âge? Je devais avoir, mettons, 20. OK. Mais je me suis fait avec des Fruit Loops, mais à un point exagéré. Je me suis fait le Himmlish avec la... Pas le Himmlish. Oui, le Himmlish. Le truc qu'on appelle... Le truc avec un nom allemand avec l'estomac. Avec la chaise, là, c'est le... On dirait que non, c'est le Himmlish. Je sais pas pourquoi j'ai hésité, mais des fois, je mélange des mots. Mais je me suis pas fait vomir, mais la contraction, la convulsion que ça m'a fait faire quand j'ai squeezé la chaise sous mes côtes, ça m'a quand même libéré. Ah, phew! Ça m'a quand même libéré, mais je me suis pas vu dans le miroir, mais je devais être complètement vert ou blanc. Là, ça avait plus de sang, j'avais plus de souche, je chillais, puis j'ai eu mal à la gorge pendant 10 jours tellement que j'ai fait... C'était épouvantable, puis je me rappelle, ma mère était chez ma marraine, puis pendant que je m'étouffais, j'ai eu le réflexe complètement irrationnel d'appeler ma mère, parce qu'elle était complètement ridicule. J'étais comme, je cherchais le numéro de téléphone de ma marraine, puis j'étais comme, qu'est-ce que ça donnerait à répondre? Mais c'est ça, des fois, dans les situations de danger... Tu veux te faire protéger par ta mère, c'est ouais, effectivement. Tu m'avais dit... J'appelle un gars qui change mes pneus. C'est pas bon, là, mon gars. Là. Peut-être que je serais amoureux du gars qui change mes pneus. Il y a des beaux gars, parce qu'il y a des gars mystérieux qui ont une certaine distance puis qui sont bons avec leurs doigts. Fait que je peux comprendre que tu peux tomber en amour. Ouais, puis aussi, il y a un côté peut-être un peu viril à cause d'un petit peu crasseux, des gens de spots noirs. Ils font de la belle argent, man. Ah ouais? Ça le dire, ils font de la belle argent. Ah ouais? C'est un parti. Tu vois, j'avais pas de kick sur aucun mécanicien. Tu réévalues, là. Puis il y a très peu de filles mécaniciennes. Moi, dans la mesure où je suis hétéro, j'aurais peut-être aimé le combo femme et ce que tu me décris comme virilité. Puis, mais là, c'est pas trop, là. Tu connais-tu des femmes mécaniciennes? Oui, j'en connais une. Elle est très excitante. Une fois, il y a longtemps, elle m'a fait un lift. Puis c'était vu qu'elle est vraiment bonne avec les autos, elle faisait des slaloms à Montréal. Puis ça m'a tellement excité. Ça t'a excité? C'était un moment très érotique dans ma vie. C'est parce que c'était un peu dangereux, sa conduite? Non, c'est que j'étais en sécurité avec elle. OK. Ça revient. Moi, j'ai besoin de... Ce que j'aime des femmes... maintenant, je le sais, mais ce que j'aime des femmes, c'est la sécurité qu'elles m'apportent. Fait que ça m'excitait beaucoup. Mais avant, ce que j'aimais des femmes, c'était... Quand ils me sécurisaient pas. Quand j'étais pas en sécurité, là, je sentais que j'étais en amour. Mais c'était pas de l'amour, c'était de l'adrénaline. Fait que je suis souvent tombé en amour des filles qui me rendaient pas... Puis pourquoi, de quelle façon la sécurité, quand tu dis que
ça t'excite, la sécurité? Regarde, on va sauter sécurité? là-dedans. Moi, ma mère est décédée quand j'ai l'âge de 4 ans. OK. Fait que, qu'est-ce que je vais chercher chez. Moi, j'ai eu à l'âge de 4 ans, c'est une rupture. Mhm. C'est une rupture vraiment assez. Parce qu'à 4 ans, c'est vraiment ta mère, c'est ton monde. Fait que Puis peux-tu te demander si c'était soudain? Ou... Oui, c'est soudain, vu que c'était un cancer des os. OK. Puis c'était un cancer qui était extrêmement rapide. Et Fulgurant. elle vivait dans le déni. Parce qu'elle s'est dit non, je meurs pas. Non, je meurs pas. Ça, c'est Fait que sa maladie était. Moi, un truc que je vivais beaucoup avec ma mère, c'est que dans la maison, vu qu'elle avait mal, elle se promenait et elle tombait. Puis mon rôle, c'était d'aller chercher mon père. Fait que quand elle tombait, je courais vers mon père, maman est tombée. Ça l'arrivait souvent. Parce qu'elle se dit non, je suis malade, mais je vais m'en sortir. Je suis malade, je vais m'en sortir. Fait que ce que je veux vivre maintenant avec les femmes, fait que là, maintenant, j'ai ma blonde, c'est la sécurité. Et par contre, avant de comprendre ça, ce que j'aimais des femmes, c'était les femmes, entre guillemets, malades. C'était les femmes qui étaient brisées. Fragiles. Oui, que je devais aider. Parce que ce que ma psy m'a fait réaliser, j'ai toujours pensé que c'était ma faute si ma mère était morte. Fait que j'essayais de sauver d'autres femmes en me disant que je sauve ma mère. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Pas quand t'as 26 ans puis tu sors avec des gens qui ont des problèmes mentaux. Ben, t'avais un côté sauveur, mais ça veut pas dire que c'est dans le sens que tu pouvais aussi. Une fille fragile, ça veut pas dire que c'est une fille qui a des problèmes mentaux. Mais moi, j'allais jusque-là. Ah ouais, C'est ok. ça que j'aimais. J'aimais tout te rend malheureux. Moi, te rendre heureux. J'aimais Ok. ça. J'aimais le défi de. Le challenge. Mhm. Si moi, je te fais rire, je suis extraordinaire. Jusqu'à temps que je réalise, tu peux aussi faire rire des gens qui rient par eux autres mêmes. Mhm. C'est aussi valorisant. Mais il y a un côté, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'est pas grave, c'est des bouts de sérieux, j'imagine, dans le podcast. Ben non. Parfait. Non, mais c'est ça. Moi, ma mère, elle est décédée du cancer du côlon. Puis, une des affaires qui était le plus important pour moi, parce que ça m'a fait penser à ça quand tu disais que ta mère était dans le déni jusqu'à la fin, ce que je trouve triste. Ben, je veux dire, quand tu me racontes ça, ça me ramène à ce que. Moi, je trouve ça bien important que ma mère soit sereine par rapport à. La fatalité qui s'en venait visiblement. Elle savait quand c'était devenu... il y a eu une récidive de son cancer du côlon puis une récidive de cancer du côlon particulièrement. C'est comme... Il n'y a à peu près rien à faire. On ne sait pas le nombre de mois exactement. C'est un fait accompli. Là. C'est comme... Ouais, c'est ça. La fatalité approche, mais elle a probablement fait 2 ans de plus qu'elle aurait été censée faire parce qu'elle se battait puis elle voulait vivre, etc. Mais j'essaie de faire le suivi de ça de temps en temps, c'était quoi? Elle avait-tu peur de la mort? Est-ce qu'elle était sereine par rapport à ça? Puis tu sais, parce qu'on dirait qu'il y avait quelque chose qui me rendait hyper viré à l'envers, d'imaginer qu'elle n'est pas sereine face à ça ou qu'elle est dans le déni, justement, ou qu'elle a peur. Imaginer ma mère qui a peur parce que moi-même, j'ai peur de la mort. Donc, imaginer quelqu'un qui est confronté à la mort puis qui a peur puis que c'est quelqu'un que t'aimes énormément puis que t'as sens en détresse par rapport à ça, on dirait que ça m'insécurisait vraiment. Toi, j'imagine qu'à 4 ans, ça devait être dur de... moi, déjà, on a dû m'expliquer la mort. Ouais. Ah, tu sais, c'est quelque chose de... Mais tu savais qu'elle était malade parce qu'elle t'envoyait tomber, tu disais, elle doit pas être en top santé, mais est-ce que ça avait-tu été verbalisé quand même, les grandes lignes? Ou... C'était ça, le grand défi, c'était expliquer à un enfant de 4 ans qui sait pas lire, c'est quoi la mort. Fait qu'il faut expliquer c'est quoi l'existence. C'est curieux parce que il y a 2-3 semaines, je suis allé aux funérailles de l'oncle à ma blonde, disons-le. Et il y avait des petites filles de 4 ans qui étaient là, puis le grand-père était mort, puis il était aux funérailles. Et moi, j'arrêtais pas de me dire, moi, à leur âge, c'est ma mère qui est décédée. Et les enfants n'arrivaient pas, surtout l'enfant de 4 ans n'arrivait pas à comprendre. Puis je m'étais dit, c'est un gros défi. Je m'imagine, c'est un gigantesque défi, expliquer la mort à un enfant. Puis surtout, le jour des funérailles, ça a dû être très, très, très étrange. Oh, ouais. Puis il paraît que ce qu'ils sont fait dire, puis ce qu'ils ont fait, c'est que c'était super important de montrer ma mère dans le cercueil pour montrer c'est fini, man. Ah ouais? Les funérailles, j'étais là peut-être pendant 1 demi-heure, 45 minutes. Ils m'ont montré le cercueil, ils m'ont expliqué c'est terminé. Ensuite, ils m'ont retiré. OK, à l'époque, ça, je pensais que tu disais... Non, moi, à l'époque. OK, ouais. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mentalité qui a changé là-dessus. Que moi, mes parents, pourtant, ils étaient quand même de cette génération-là, mais les deux voulaient se faire incinérer, ils voulaient qu'il y ait une belle photo. Puis, moi, c'est une question psychologique. C'est une vraie question. Ça, je comprends. Non, mais effectivement, pour faire une coupure ou pour faire un déclic dans la tête de l'enfant, si c'est jugé important, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Là, tu sais. Mais... c'est ça, on est rendu... très profond. Après ça, on pourrait parler de jujube. Mais tu dis que ta mère a trépassé avant ton père? Non, mon père a décédé 5 mois avant.
On parle de moi, là. C'est à ce point-là que c'est. Ouais, c'est un mois. Mais les deux étaient malades depuis 5 ans, mais mon père est décédé en mars 2017, puis ma mère en août 2017. Ma mère était techniquement plus malade que mon père, mais c'est ça, c'est arrivé vraiment de façon rapprochée. Puis, tu sais, souvent, je pense qu'elle a effectivement crashé plus quand mon père est décédé, mais ma mère, elle tenait à mourir après mon père. Wow! Pour elle, mon père était hyper généreux. Puis mon père lui aussi était hyper généreux. Mais mon père était plus tout à fait lucide vers la fin. Donc, il était pas tout à fait conscient que ma mère, elle aussi, était malade, etc. Puis ma mère, elle voulait être là pour mon père jusqu'à la fin. Puis ma mère était infirmière. Mon père était médecin. Ma mère était infirmière. Puis je pense qu'elle avait un côté aussi infirmière dans l'âme, dans la vie de je veux être là aussi humainement, je veux être là pour mon mari jusqu'à la toute fin, puis etc. Puis elle n'a pas abandonné après parce qu'elle voulait se battre, elle voulait être là avec ses enfants, puis c'était une femme de famille, puis elle aimait la vie, puis etc. Mais sa maladie l'a juste rattrapée, là, dans le sens que, comme je disais tantôt, elle a peut-être fait 24 mois de plus qu'elle aurait été censée faire selon les pronostics. Elle se battait, elle voulait se battre, mais à un moment donné, ça l'a rattrapée, puis c'est ça. Mais c'est quelque chose il y a quelque chose de très... une chose qui m'a aidé dans mon deuil, je pense, même s'il y a quelque chose de très tough, c'est d'assister au dernier souffle des deux. Il y a quelque chose de hyper chargé et lourd et triste, mais il y a quelque chose de, entre guillemets, beau bien sûr. dans le fait d'être là jusqu'à la fin de la communion. Il y a comme une forme de communion qui se crée. C'est une boucle aussi. C'est une boucle aussi. La mort, c'est inévitable. Tu étais là à ce moment-là. Tu sais. Ouais, puis il y a quelque chose... J'entends souvent les gens qui n'étaient pas présents à la mort d'un être cher. C'est là où ils s'en veulent. Ah oui, c'est ça. Il y a plus... Tu sais, tout a été dit. Avec mes parents, il n'y avait pas de non-dit. On n'a pas été pris de court. Donc... Mais des fois, justement, j'entends des histoires de mort subite ou d'accidenté, puis on dirait que je me transpose à ça. Puis autant j'ai trouvé ça tough, je trouve ça encore tough. Je sais pas comment j'aurais géré une mort subite ou quelque chose d'inattendu ou une crise cardiaque ou que tu vois pas venir, tu as le temps de rien faire. Puis je sais pas, ça doit être vraiment pénible. Mais par contre, il y a aussi quelque chose dans l'autre aspect, c'est des longues maladies, c'est tough de voir tes parents souffrir longtemps aussi, puis de les voir dépérir, puis qui ont mal, puis qui sont malheureux, puis leur qualité de vie diminue. Fait qu'il y a la souffrance d'un parent, c'est horrible. C'est vrai, voir la souffrance d'un parent, c'est terrible. Puis tes parents étaient encore ensemble? Moi, c'était très étrange. Oui, t'es encore ensemble. Moi, je suis vraiment la caricature de l'enfant unique. Mm-hmm. Je suis un enfant unique sur les stéroïdes. Je suis la raison d'un couple. Okay. Moi, mes parents, c'était 2 vieilles personnes à la fin de la trentaine qui se sont rencontrées pour faire un enfant. Okay. J'étais la raison du couple. Fait que c'est une des choses que vraiment... Fait que c'était des amis plus que des amoureux? Ben, c'était des gens qui s'aimaient, qui ont décidé de faire un enfant. Il y avait beaucoup, beaucoup d'amour entre eux. Okay. Mais c'est surtout le but de leur relation amoureuse, c'était faire un enfant. Fait que si après quelques années, il n'y aurait pas eu d'enfant, les deux se sont sûrement passés à autre chose. Une fois que t'es né, ben, c'est peut-être dur à savoir vu que t'avais 4 ans, mais non, parce que j'ai posé beaucoup de questions. OK, c'était-tu... C'était pas un couple ouvert weird, là. C'était pas les hippies qui... Mais c'était-tu un couple? C'était un couple. OK, ils sont devenus un couple dans le sens que c'était le but de base, c'était d'avoir un enfant, mais... d'être un couple, c'était pas... parce que ça aurait pu ne pas être obligatoire, ça aurait pu être juste... On est des amis qui ont un enfant ensemble. Pour eux, c'était obligatoire. Okay. Ils croyaient, puis c'était une de leurs valeurs que pour faire un enfant, ça prenait un couple qui s'aime, que c'est un truc que tu dois montrer à ton enfant. Ouais. Okay. Le but, c'était fonder une famille. Puis, sens-tu que ton père... Peut-être, au pire, tu t'as juste à évacuer la question si tu la trouves pas pertinent. Non, j'y vais. Mais t'as-tu senti que ton père a eu... Parce que je sais que des fois, tu as un rapport... T'en parles de ton rapport compliqué avec ton père. Mais y a-tu... ton père, as-tu eu ou a-t-il encore potentiellement une rage par rapport à ce que... Tu sais, quelqu'un qui meurt... Il y a énormément de peine par rapport à ça. Oui, j'imagine. Ça veut longtemps, j'ai cru que j'avais un malaise par rapport à la mort. Ben oui, j'ai un malaise par rapport à la mort de ma mère. Quand j'étais enfant, c'était assez particulier.
Et je crois, une de mes hypothèses, c'est que mon père a contribué à ça. C'est pas sa faute, je lui en veux pas. Mais une des choses, lui, il avait un malaise par rapport à la mort de cette femme-là, fait que moi, j'ai eu un malaise. OK. Par ricochet. Ouais. Et aussi, non seulement moi, j'avais un malaise parce que, oh non, ma mère est morte, mais ensuite, voir mon père vivre autant de peine. Parce qu'un moment qui était très difficile, c'est la dépression que suivit mon père. Moi, quand ma mère est décédée, très rapidement, j'étais en guillemets heureux puis festif parce que mon père était déprimé. Fait que mon objectif, ce qu'ils font les enfants. Tu voulais compenser. Exactement. Le rendre heureux. Tu voulais pas. Il te restait juste un parent, tu voulais pas en plus qu'il soit triste, fait que tu essayais de l'égayer. Puis C'est exactement ça. OK. Et c'est, à mon avis, pourquoi j'ai développé un sens de l'humour. J'ai développé un sens de l'humour parce que ma mère est morte, puis je voyais tout le monde qui a de la peine. Fait que j'ai commencé à m'ouvrir. OK, Être je un peu comprends. plus. Puis ce qui est triste, c'est un exercice que j'ai fait dans un autre podcast, le podcast de Pélep, Let's Go, plug, mais que j'ai fait aussi avec ma thérapeute. Les photos de moi entre 4 et 7 ans, j'ai une tristesse Ah ouais? immense dans mes yeux. Je suis très, 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 très triste et je suis surtout apeuré. J'ai vraiment, vraiment, vraiment peur. T'as toujours l'impression que hors cadre, il y a quelqu'un de méchant ou il y a quelqu'un avec une arme. C'est à ce point-là. J'ai toujours. Jamais à l'aise, toujours inquiet, tout le temps. J'étais vraiment, vraiment mal. 4 ans, c'est un âge qui est comme. Je trouve qu'il est bien. Tu sais, comme Juliane Marie-Miel. Ça, il faisait Marie-Miel dans ma série Au Père Poule à l'époque. Julien Côté. Juliane Côté. Oui. C'est ma très bonne amie. Puis elle a perdu sa mère dans un accident d'auto. Elle avait, je pense, 3 ans ou 3 ans et demi. Mais puis là, tu parles de 4 ans. Mais on dirait que c'est comme un âge qui est comme juste. Qui doit être vraiment charnière, tough pour l'enfant parce qu'on dirait que tu as des souvenirs. Comme là, tu t'en souviens de ta mère. Tu te souviens de ta mère qui tombe. Tu t'en vas chercher ton père parce qu'elle est tombée, etc. Fait que c'est comme. Mais tu sais, quand tu as 2 ans, 2 ans et demi, tu t'en souviens pas ou c'est complètement flou. Je sais pas pour donc- Juliane, mais moi, j'ai effacé beaucoup de souvenirs. OK. Comment j'ai passé au travers en tant qu'enfant. Puis là, moi, je t'ai ramène aujourd'hui. Non, ça me dérange vraiment, 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 Absolument. vraiment, vraiment pas. Mais c'est une manière que j'ai passé au travers, c'est faire, en tant qu'enfant, là, c'est faire semblant que c'était Abstraction. Non, la mère, elle n'existe pas, OK. Tout ce que j'avais, puis je pense que c'était une manière de... C'est juste des moments traumatisants pour pouvoir passer au travers. Y a-tu une femme qui est devenue une forme de, pas compensation, mais Non. qui a pris un peu le relais ou qui est Zéro. devenue comme J'ai eu... un symbole maternel, une grand-mère, une Non. tante? Ou... Non. Ce qui s'est passé, c'est que mon meilleur ami au primaire, qui s'appelle Matthew Hartman, sa mère, elle s'occupait d'un... Elle, c'était ma mère au niveau de la tendresse. Et OK. aussi, elle m'a élevé. Elle m'a OK. elle m'a inculqué plutôt beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs. Parce qu'un truc qui est particulier, c'est très particulier de se faire élever par un homme. Des fois, il y a des Steph, ma blonde, rit beaucoup. Un homme, des fois, moi, j'ai été élevé dans un appart. Dans le sens que ça ressemble beaucoup à un appart de cégep. C'était un peu weird. C'est très particulier, là, mes amis. C'est triste, mais drôle. Et c'est tellement bizarre. Enfant, là, toutes les photos de moi après la mort de ma mère, je suis tout nu. Avec des enfants, avec du monde habillé. Toutes les photos de moi. Il y a une photo de moi. Je peux la. Tu sais quoi, m'aller la chercher. Il y a une photo de moi tout nu devant sa panel. Parce que mon père avait pas la sensibilité, puis il était en dépression de ouais, faut l'habiller. Faut l'habiller, cet Ouais, enfant-là. il y a une photo de moi fucked up que je montre à tout le monde, que je peux pas montrer parce que YouTube va suspendre mon compte. C'est moi tout nu avec des jeunes qui jouent au Nintendo, puis personne n'est à l'aise, y compris moi. Même moi, dans mon regard, il y a une partie de moi qui fait c'est pas censé être tout nu, mais le Oui. père me dit que c'est correct. J'ai toutes les photos de moi, je suis tout nu. Mon père, il dit non, c'est normal, mais non. Puis j'arrête pédophile. Donc- Mon père, il m'a pas agressé ni rien, mais j'étais tout le temps tout nu avec le monde. Mais ton père était-tu un peu nudiste, lui aussi, ou zéro, genre? Ça, c'est une autre affaire. Plus tard dans ma vie, j'étais nudiste. Plus tard dans ma... Pas nudiste, mais on va dans des... Mais pas nudiste, on va dans des plages nudistes. Genre nudiste, les amis à Thomas arrivent, fait qu'on va les accueillir tout nus. Il y a du monde, il y a beaucoup de mes amis qui ont vu la graine à mon père. Puis quand t'invites des filles chez toi pour essayer de les amadouer sexuellement, puis qu'ils voient le pénis à ton père, ça marche pas. Parce Ça- que le pénis à ton père est trop gros, ils Ben, tu vont sais, comparer. mon père m'a littéralement cock-block. Mais de manière littéraire. De manière, mon père a montré son pénis à des femmes. Mineurs! À part ça, c'est un autre bout qui est weird. Bref. C'est quand même... Et là, ils ont fait « Ah, ça, c'est ça! » Fait que là, il est en bas, puis là, on discutait... Tu sais, il y a rien de fou. Imagine, ça fait une semaine que t'as le courage d'inviter des filles chez vous. Puis là, Fait que là, on parle de genre de 15-16. 17.
OK. Puis là, tu fais, je vais dire ça, puis je vais dire ça, je vais montrer ça, je vais montrer tel aspect de ma personnalité. Puis là, ils descendent, puis là, finalement, tu parles pendant une demi-heure du pénis à ton père. C'est particulier. C'est particulier. OK. Ben, sur ça, moi, j'aimerais ça voir le pénis à ton père, soudainement. Je te le souhaite. C'est une joke. C'est un- pour vrai. c'est un- ouais. Je pensais que t'allais rire, t'as pas ri. Je suis comme déstabilisé. Sa nouvelle blonde, ben, ça fait 10-11 ans qu'elle est avec. Une des choses que mon père, il portait beaucoup des robes de chambre ouvertes. Il aimait ça porter des robes de chambre, puis le pénis sortait, puis il était comme moi, c'est beau ça. Sa nouvelle blonde, il coud des djellabas. Mon père, il porte maintenant des djellabas pour. Sa blonde s'assure de ne pas montrer son pénis à personne. Puis je suis tellement reconnaissant. Fait que sa blonde, c'est comme un peu la contrôleuse du pénis. La contrôleuse de J'aurais jamais dit ça comme ça, mais c'est oui. C'est exactement Elle ça. s'assure que le pénis est bien rangé. Ouais. Ben, je trouve ça. En fait, parce que dans le sens que moi, j'imaginais. Parce que. Moi, Veux-tu voir la photo de moi tout nu devant le sapin de Noël? On voit pas mon pénis, par contre. oui, mais dans le sens, tu l'as là. Je l'ai là. OK. Je reviens. Puis est-ce qu'on va la montrer parce que On va tout pour montrer. le On va réalisateur, tout il montrer. faudrait que tout le monde la voie, là, parce que sinon On va les tout gens vont te trouver agace, sinon. Là, tu sais. pas de niaisage. Alors pendant ce temps-là, je suis seul en studio. Je vais faire comme j'étais un animateur radio qui placote un peu aux gens de la circulation. Alors, sur Décarie, c'est un peu bouchonné présentement, mais éventuellement, ça va se dégager. Ça devrait se Je pense que je vais dégager. le montrer parce que ça me trouble tellement. Mais là, c'est parce que les gens, en ce moment, ils veulent savoir à quelle heure ça va se dégager sur Décarie. Puis tu dois comme, Excuse-moi, désolé. c'est ça, je pense que vers 14h30, ça devrait se dégager. Yes! OK, parfait. Vers On a 14h30, ça. tout le monde. J'aimerais tout d'abord que tu la regardes. OK. Ensuite, on va la montrer. T'as une belle coupe champignon aussi. Mais- Mais le pire, c'est que j'ai une coupe de photos, moi, que j'ai malheureusement On va la- pas on va avec la moi, parce que montrer. je penserais pas qu'on parlait de ça. Mais j'ai des photos pires que ça, je pense. Montre-la. Genre là, comme ça. Approche-la. Là, on voit. C'est moi. C'est moi nu. Ça, c'est la photo. Voilà. C'est Noël est gâché à jamais. On aurait pu la mettre derrière. Je vous l'accorde. On aurait pu la mettre dans la caméra derrière, mais on va Je trouve le sapin affreux aussi. Il est comme taciturne, il est sans saveur. J'ai pas l'air heureux en plus sur la photo. Je suis pas Non, mais- épanoui. Ben, en même temps, ça peut être juste aussi que ça te tente pas de prendre une photo. Là. Mais moi, j'ai C'est- une photo. T'as pas tort. T'as pas J'ai tort. une photo chez nous où j'ai. En fait, elle est à la maison familiale. Mais j'ai plusieurs photos où je suis un peu nu, moi aussi. Puis il y en a une que j'ai un chapeau de cow-boy, puis j'ai un mini-hockey, tu sais, quand on joue au mini-hockey quand on est jeune. Et je suis tout nu avec un chapeau de cow-boy puis un mini de hockey dans les mains. Puis je suis sur de la tuile rouge. J'ai aucune idée pourquoi. Puis il y en a une autre où... mais moi, on voit mon pénis sur les photos. Là. Ma soeur, Moi elle me aussi, prenait en mais je peux photo. pas les puis on montrer. voit Moi mon aussi, j'en ai pénis. d'autres où on voit mon pénis. Fait qu'elle, mais- tu l'as croppé? Non. M'amener quelqu'un a cadré pas mon pénis. OK, il y a eu la décence. Mais j'ai des fois. Ouais. Mes photos, c'est toutes les photos. Je suis tout. Il y a mon ami Olivier Tivierge, mon meilleur ami dans le milieu. Il y a une photo de moi où il dit ça, c'est un crime. Lui, il arrête pas de dire je crois que c'est un crime, cette photo-là. Parce que ça a vraiment, vraiment, vraiment l'air d'un enfant dans une cage, dans un donjon. C'est super étrange. Ben, voyons Puis ce qui est donc. magnifique, c'est que je suis tout nu, mais j'ai des pantoufles. Parce que tu voudrais pas qu'elle frotte aux pieds. là, C'est peut-être pour ça que tu as stické ses gougounes de la fille à la banquise. Oh. Je pense qu'il y a un rapport à une symbolique, là. Il y a sans doute une symbolique. Ah ouais. Wow. Ben, coudonc, je suis quand même... non, mais je trouve que t'as un passé intéressant. Je comprends pourquoi ta psy doit avoir du fun. Ma psy a du fun. Ma psy, ouais. Je sais Mais pas moi, s'ils se parlent de... Je sais qu'ils ont un secret professionnel, mais ils doivent quand même, des fois, mettons, une affaire moi, des fois, complètement exagérée, quand ils sont un peu chaudasses avec dans leur souper de filles. Ma Hey, psy me parle d'autres clients. Pas vrai? Mais Des pas en fois. nommant des noms, évidemment. Non, mais. Pourquoi je sais ça, madame? Là? Tu y dis-tu, genre, t'es pas censé dire ça? Ça veut-tu dire que tu dis ça sur moi? À Moi, d'autres mondes? mon gros stress, c'est qu'elle parle pas de moi aux autres. Moi qui adore l'attention et qui adore sortir du lot. J'espère qu'elle parle de moi. Ok, toi, t'aimerais ça. J'adorais ça. Puis elle m'appelle jamais par mon bon nom. Elle m'appelle Maxime. OK. Elle se trompe tout le temps. Elle dit, je sais pas pourquoi je t'appelle Maxime. Puis elle me dit, ah oui, j'ai un ça client. fait combien d'années, là? Ça fait 2 ans. Ouais, peut-être un petit peu de temps qu'elle retienne Thomas, là. Ça serait la moindre des choses.
tu pourrais dire quelque chose. La prochaine fois qu'elle le fait, dis « Es-tu en amour avec Maxime? » Pourquoi tu le dis tout le temps? Pourquoi tu le garoches tout le temps? Ça sort tout seul. Pourquoi es-tu en amour avec Maxime? Tu sais, mitraille-là un peu. Là. C'est une bonne idée. Puis T'as-tu un moment... moi, j'avais... Je l'ai déjà demandé, mais en fond, parce que moi, je voulais en parler. J'ai eu un moment où je mentais, puis je voulais en faire rire, plutôt que... J'ai eu beaucoup de problèmes avec pas ma psychothérapeute, mais tu mentais consciemment? Ouais. OK. Puis pour la faire rire? Pour la faire rire, puis pour l'impressionner. Puis m'expliquer. Mais c'était-tu comme la mythomanie? Tu disais genre... j'ai fait telle affaire, j'ai dunké au basket. Mais t'en as parlé à l'autre podcast, Arc, qu'on a fait avec Pascal Cameron. J'ai un problème où je mentais. Fait que là, j'ai réglé ça. Oui, mais à ta psy, il me semble que c'est la dernière personne avec qui faire ça parce que justement, tu veux qu'elle t'aide, il faut qu'elle sache la vérité. Mais c'est une bonne. Ce que je crois que je faisais, j'y fais confiance parce que je la trouve extrêmement qualifiée. En lui mentant, peut-être que je savais qu'elle allait m'observer que je mente, puis on allait travailler ça. Puis est-ce qu'elle les a identifiés ou plus tard, tu lui as dit là-dessus, je t'ai menti en passant? Elle répète tout le temps, elle me dit je sais comment tu fais quand tu racontes des histoires. Des fois, tu te mets à ton avantage, puis tu te victimises encore plus. Raconte-moi. À chaque fois que je raconte quelque chose, elle fait jamais pauvre petit Thomas. Mais là, tous mes amis sont comme ça. À chaque fois que je raconte quelque chose, mes vrais amis font tout le temps je veux avoir le point de vue de l'autre avant de dire que c'est une terrible personne. OK, fait que moi, mettons, si je suis un bon ami, j'aimerais savoir le point de vue de ton père. Fait que je pourrais appeler ton père, puis par rapport à la nudité, est-ce vrai que vous avez montré votre pénis à ses amis de 17 ans? Il prétend que non. OK. Mais je crois les petites filles qui m'ont parlé. Qui sont devenus des adultes. T'as-tu encore beaucoup d'amis de ta jeunesse qui sont encore tes amis? Zéro. Moi, je suis chanceux là-dessus, mais mes très, très bons amis d'enfance, c'est encore mes amis. Je les vois moins, il y en a qui sont encore à Québec, mais j'en ai deux qui sont à Montréal, puis il y en a un qui c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 4 ans. Il habitait à 3 maisons de chez nous, puis c'est encore mon meilleur ami. Il y a une jeune famille, fait qu'on se voit moins, mais on dirait que je suis resté très proche de mes... C'est impressionnant très parce que fidèle en amitié. Mais en amour aussi, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai changé de ville. Mais lui, il a changé de ville aussi, mais c'est vrai qu'il y en a que je vois moins, mais des fois, on se fait 2 fois par année un genre de petit get-together où il y en a qui ont trop bu, puis moi, je bois moins, mais je bois quand même. Mais je bois moins, puis je me rends compte à quel point des hommes qui ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, qui boivent, ça peut aller loin. Ça peut aller loin, mais en même temps... On oublie parce qu'on est... En tout cas, peut-être que je n'ai pas... Vu qu'on est artiste, on traîne avec des artistes, on est habitué de parler de nos émotions, on parle là-dedans. Mais c'est particulier voir, mettons, un dentiste boire un peu, là, je vais parler de ce qui va pas bien, parler de mes émotions. Là, ils se laissent aller. Ouais, ouais. Ils vont. Mais tu vois, ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle quand je vois mon groupe d'amis, puis c'est justement parce que je les connais depuis si longtemps, depuis que je suis gamin, quand je suis avec eux, ça rehausse mon côté gamin parce que c'est comme si j'étais toujours dans un minding gamin parce que c'est comme ça les mécanismes qu'on a développés ensemble. Donc, on dirait que quand je les côtoie, ça me fait sentir encore moins adulte, même s'ils ont tous des enfants. Il y en a juste un qui n'a pas d'enfants comme moi, mais on dirait que ça me concerte dans mon confort de « Ah, ben, coudonc, OK, on a le droit en ce moment, on n'a pas vieilli, on est ensemble. C'est comme s'il y avait eu une ellipse dans le temps ou qu'on avait stallé dans le temps puis on est encore enfant. » Puis, c'est ça. Peut-être que si je m'éloignais de mes amis d'enfance, je deviendrais un homme. T'es un homme. Mais à ta manière, je crois qu'il faut vraiment être un homme pour décider volontairement d'être un peu plus juvénile. C'est une décision, puis... Ouais, c'est ça. Ouais, je l'assume, puis je suis quand même capable de surfer entre... Quand je suis complètement gamin, puéril et immature, je l'assume, puis je vais, mettons, je vais l'accuser. T'sais, moi-même, si, mettons, je me rends compte que je suis dans une situation donnée où je fais comme Chris, que ça n'a pas de sens ce que je dis, je vais comme l'accuser devant tout le monde pour qu'au moins les gens se disent OK, il est conscient que ça n'a pas de sens de faire ou de dire ça ou que c'est un geste très gamin. C'est juste, exemple, en ce moment, je suis en train de magasiner pour peut-être éventuellement déménager, mais j'ai mon condo chez nous, je l'ai déjà parlé souvent, mais qui s'est décoré à la Survivor chez nous. Mais j'ai quand même 44 ans, puis j'ai des hommes en chest chez nous, puis j'ai des torches de bambou, puis j'ai des murales de papier peint, puis plus je vieillis, plus ça me fait rire. La déco, elle me fait rire, parce que je fais comme... On dirait que plus je vieillis, plus ça clash. Un adulte qui a comme
qui trippe tellement sur une émission que. Puis effectivement, la déco est au second degré. Oui. Je trippe vraiment sur l'émission, mais d'avoir une déco à la Survivor, c'est au second degré, mais en même temps, des fois, je fais comme c'est ridicule. Mais c'est pas grave en même temps. Comment tu expliques ça à une fille qui sait pas que c'est ça? Parce que des fois, tu te ramènes tu te couches avec être intime avec des filles qui ne savent pas. Comment? Est-ce que tu leur dis avant? Dans le processus, là, quand est-ce que tu leur apprends? Ouais, en passant chez nous, il y a des hommes en chess parce que j'aime une série télévisée BBC. Ça va être dans l'ascenseur, je te dirais. Dans l'ascenseur. Mais en même temps... C'est des filles qui ont fait comme non, c'est correct, dans mes petites culottes. Je peux pas faire ça. Non. Jamais! Non, mais dans l'ascenseur, je les mets au courant. En passant, quand tu arrives chez nous, il va y avoir des hommes en chess. C'est pas mes bons amis qui sont dans des cadres. T'es pas un homo qui a cassé une fois avec une fille. Genre. Non, parce qu'il y a quand même une fille dans mes cadres. OK. Qui est une noire. J'ai déjà parlé, je pense, à la sous-écoute de ça, mais qui est une noire un peu potelée, que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'aime les joueurs un peu à Survivor. C'est divertissant de regarder des joueurs un petit peu manipulateurs et des vilains. Pour la TV, j'aime pas les vilains dans la vie, mais dans une émission de TV, c'est plus divertissant. Fait que souvent, c'est des vilains, c'est mûrs. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de filles, parce qu'à Survivor, c'est surtout les gars qui sont des vilains. Moi, ça me bouleverse que pas une fille ait fait « Ouais, non, je peux pas faire ça. » Non, parce qu'ils comprennent. En général, le fait que je sois connu, ça aide à situer un peu que, bon, j'ai un humour souvent à champ gauche. Je suis très souvent au 2e et au 18e degré. Puis, je fais de l'autodérision sur le fait que je le sais que c'est weird, etc. Fait en général, c'est comme désamorcé quand ils sont chez nous. C'est pas un archéologue qu'on a trouvé dans un bar. Puis il fait ça, moi, j'aime beaucoup les gars en chess, mais à part ça, c'est génial. J'adore faire des cunnilingus, viens-t'en. C'est ça. Un archéologue qui a comme un aspect hyper sérieux, puis ils s'en vont prendre un verre, puis tout le temps dans des conversations super sérieuses. Là, ça sera un petit peu plus dur de saisir le second degré. En passant, chez nous, c'est au second degré, j'ai une déco de Survivor, tandis que moi, je suis tout le temps en mode déconnage. Pas tout le temps, mais dans le sens que ils comprennent que je fais ça dans la vie en plus, puis je le dis, là, je tripe vraiment sur l'émission. Ça, je pense que c'est assez su, puis je l'assume. Mais la déco, c'est un gag, mais c'est tellement fait avec soin que c'est comme... Dans le sens que... Je me suis vraiment donné. Ça m'a coûté cher. Mes murales m'ont coûté genre... Pour vrai, là, ça m'a coûté à peu près 13 000 $. Non! Incluant la pose, là, parce que c'est dur à poser. C'est comme des genres de lanières. 13 000 Ouais, je vais venir ça du Minnesota. Puis il y en a une qui prend... Toi, tu dois jamais emprunter de l'argent à personne. Dans quel sens? Je m'en demandais si t'avais un 20 en ce moment. Parce que 13 000! Non, mais oui, mais c'était une période où ma tournée roulait bien. Puis, c'est extraordinaire. Je savais pas que c'était 13 000. Mais en fait, laisse-moi juste arrondir rapidement. OK, mais si c'est 11 ou 9, c'est quand même extraordinaire pareil. Ouais, je pense que c'est plus 11. OK, 11, tout va bien. C'est vraiment correct. 13, c'est vulgaire, mais 11, tout va bien. C'est parce que il y a une grande murale qui a dû me coûter à peu près 5 000, puis les deux autres, ça devait être genre 2 500 chaque, puis la pause m'a coûté 1 000. Mettons, disons 11 000. Mais ça fait beau. En même temps, ça m'a sauvé de la peinture pour ces 3 murs-là. Puis ça vieillit bien. Dans le sens que souvent, il y a des murales ou du papier peint qui jaunit. C'est la meilleure défense, c'est que ça vieillit bien. Parce que ça jaunit pas puis ça se démode pas. Non, mais c'est parce qu'ils sont en vinyle. Ils sont en vinyle. Ça se démode. Point de vue de mode, ça se démode complètement. Moi, ça n'a jamais été à mode. Tu peux pas te démoder. Oui, c'est revenu récemment, les murales. Des murales nature. Je fais référence aux murales de Survivor. OK, non, ça, c'est... juste les murales. En fait, c'est parce que c'est des murales... Les gens, ils font « Ah non, c'est des murales! » Je pense qu'ils se disent plus, c'est des murales... Il y a eu un bip-bip, hein? Il y a eu un bip-bip, surtout que ça, je criais, puis ça arrive. Est-ce que tu dois m'arrêter? C'est extraordinaire. Non, il y a rien d'arrêter. Es-tu correct? OK, c'est bon. C'est parce que je me disais peut-être qu'en ce moment, on parle, puis parce que lui, il a l'air en panique. Il est dans sa console, puis il panique. Non, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique pantoute. Ce gars-là est en contrôle? Il est T'as confiance en lui? Ah oui, il a l'air en contrôle. On continue. C'est génial. C'est Sydney en passant. C'est un des hommes les plus en contrôle dans une régie que j'ai vu dans toute ma carrière. Mm-hmm. Il est extraordinaire. Dans son élément. Il est extraordinaire.
Ça fait combien de fois que vous vous voyez, vous deux? Quoi, 10-15? Environ. Facile, ouais. 10-15. C'est Steph qui nous a fait rencontrer. C'est ça, mais êtes-vous de plus en plus attachés l'un à l'autre? Moi, de plus en plus. OK. On va Je suis- déménager ensemble bientôt. Ouais. Ah ouais? Puis on va en parler. Sid et moi, on a la même passion. On s'en est jamais parlé, on a la même passion. On adore les vidéos YouTube sur les ex-prisonniers qui parlent de leur expérience en pénitencier. OK. C'est extraordinaire. C'est des gars avec des tatous dans le visage qui expliquent à quel point ils sont fait battre puis détruire psychologiquement prison? et physiquement en prison. On adore ça. C'est un peu C'est macabre. notre passion. C'est macabre. hein? La semaine dernière, il y avait un party. Tout le monde faisait la fête ici dans le studio. Et nous, on était enfermés à boire du cognac, à checker des gars, expliquer qu'en Floride, tu te fais battre dans ta cellule. On adorait ça. Mais c'est comme un genre de reality show? Non, c'est des gens c'est des conversations Skype. C'est deux gars sur Skype OK. qui se parlent de c'est quoi être en prison. Ou sinon, il y a une série qui s'appelle Fresh Out. C'est un gigantesque être humain qui fait des séries de vidéos avec des prisonniers. Puis il y a des expressions fucked up comme bust your cheeks. Ça veut dire enculé de force. Ou sinon, split your wig open, qui est ouvrir la tête. Puis il dit des C'est choses- léger, hein, comme on dit. Oui, parce qu'il parle de viol et de violence, fait qu'il fait des petits mots-clés Mais- comiques. Mais J'adore rappelle-moi ça. Le deuxième Celui-ci. nom, comment? Fresh Out. Mais ça, c'est un gars qui, dans le sens, c'est pas un prisonnier qui fait comme des Skype avec des prisonniers. C'est comme Ça, un c'est genre de l'autre. pote. Je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est Sidney qui me l'a fait découvrir. Je sais OK, pas c'est je pensais quoi. que c'était deux prisonniers qui se parlaient entre eux, mais non, c'est un gars qui interviewe des prisonniers Ouais. sur Skype. Sinon, il y a, ça c'est celui que Sid m'a OK. fait découvrir. Fresh Out, il y a un peu plus de production. Puis tu peux acheter Mais- des t-shirts Fresh Out. Mais je trouve l'idée intéressante dans le sens que, est-ce qu'il y a quand même aussi c'est comme mettons une longue entrevue où il demande c'est quoi ton parcours, y a-tu comme un peu pourquoi t'as abouti là, est-ce que C'est tous des mots de vocabulaire qu'ils maîtrisent pas. ouais, Parce qu'ils ont été arrêtés à l'âge de 16 ans parce qu'il y avait un revolver pendant qu'il était gelé en faisant un hold-up. Fait que c'est souvent yo, what's up, yo? Yo, they was like, yo, man, just like, yo, pa, like, you Ok. know, man, you know, puis l'autre, il fume, puis il fait, yeah, I know. C'est ça pendant 3 heures. C'est un peu comme des hiéroglyphes, là, faut que tu comprennes les. non, mais tu sais, c'est les parce codes. qu'il a quand même, tu sais, interviewé un prisonnier, puis mettons un prisonnier qui a En passant, comme cheminé. c'est un de mes fantasmes pour le podcast, c'est de parler à un gars qui a vécu la prison. Fait que si t'es un prisonnier en ce moment où t'es sorti, contacte-moi, on va jaser. Mais continue. Mais non, mais justement, je trouve que c'est une bonne idée. J'aimerais ça être là avec vous. Je me souviens, si tu veux être là. Un peu jaloux que tu m'exclues. On du t'a invité. projet. On va Non, t'inviter mais, qu'un gars qui est à non, la mais je trouve Bordeaux. ça intéressant quand même, dans le sens que, tu sais, mettons, un prisonnier qui a cheminé puis qui raconte que, mettons, qui avait ses torts. Mais puis le qui but se du rend- podcast, tu sais. c'est pas de montrer à quel point il y a une évolution. C'est vraiment montrer les côtés nocifs de et la prison. horribles de la prison. Puis aussi, un de leurs objectifs, c'est passant, le système carcéral américain est violent et dangereux, changeons-le. OK. C'est vraiment, vraiment horrible qu'on envoie des êtres humains dans ces cages-là. Faut changer. Souvent, là, c'est le bout un peu plus triste du podcast, c'est fascinant. Pas ici, là, mais dans les podcasts de prison, c'est que c'est des conditions inhumaines. Épouvantable. Vraiment, vraiment, vraiment épouvantable. Et que ça pourrait changer facilement. C'est pas quelque chose qui est difficile à changer. Mais... Là, je change vite de sujet, mais Vas-y. c'est quand la première fois que tu as performé? Puis quand je dis performé, ça peut être un oral. Là. La première fois que tu as performé quelque chose. Évidemment, j'ai fait des exposés oraux au secondaire, comme tout le monde, qui me gênaient, me paralysaient épouvantablement. Mais je te dirais que le déclic, je pense que j'ai jamais raconté ça nulle part. Fait que ça va être un scoop Je t'écoute. vraiment, vraiment qui va devenir trending sur les réseaux sociaux. Non, je niaise, mais le premier déclic pour l'humour et la scène, même si moi, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui ont comme un passé d'impro. Moi, j'ai aucun passé d'impro. J'étais super gêné à l'école. Justement, les exposés oraux, ça me gênait. Je parlais pas. J'étais pas un bouffon de classe. Mais on avait en secondaire 4, on avait un cours qui s'appelait Art dramatique. Puis moi, j'ai toujours aimé écrire. Puis il fallait écrire une pièce de théâtre. Puis là, moi puis 2 amis, on était en équipe de 3. On avait écrit une pièce de théâtre. Puis on la répétait. On l'avait appris par cœur. On la répétait. Puis c'était comme genre un gars drabe. Un gars neutre, un macho, puis
un homme rose. Fait que c'est Over les- rose, Fait que mettons. c'est les mecs comiques. Mettons. Ouais, C'est les mecs comiques, On c'est s'est fait- Alex. on s'est fait Louis voler. Morissette. on s'est fait voler notre idée. C'est quand même génial que les mecs comiques, c'est la même idée que 3 gars qui vont juste écrire le quoi en secondaire 2. C'est Secondaire quand 4. même génial. Ok, Mais- mes parents continuent, excuse-moi. Non, non, mais effectivement. Je peux pas sauter sur le punch, excuse-moi. Moi aussi. Ok. Fait que c'est ça, on répétait notre pièce, puis c'était comme assez drabe. Puis là, pendant qu'on répétait le texte, j'ai comme, un peu par découragement de la platitude de notre texte, j'ai comme dit genre, ma déprime est au rebord du cheval. Ce qui est pas drôle maintenant. C'est faux, je pense que c'est très drôle. Mais bon, bref, ça nous a comme fait rire. C'était comme un peu une phrase à la... Moi, je tripais sur Ionesco à l'époque. C'était comme une phrase un peu à la Ionesco, genre dans le sens... Tu garoches un peu n'importe quoi soudainement out of the blue, une Mais pensée tu joues qui sort avec de tout nulle ce part. que t'as. Là. Ouais. Puis là, on a ri. Puis là, là j'ai dit, hey, on pourrait peut-être... On l'aime pas tant, notre pièce, en ce moment. On garde notre texte, mais on rajoute des phrases random de temps en temps qui ont comme pas trop rapport, qui ont comme l'air des petits apartés. Là, tu sais. Fait qu'on a fait ça. Puis notre pièce a été un hit, surtout à cause des petits apartés, qui n'avaient aucun rapport avec le texte. Fait que le monde écoutait à peu près que ça. La mise en scène, on avait fini par faire quelque chose de popé, dans le sens qu'on comprenait qu'il y avait comme une histoire, qui était comme l'histoire sous-jacente qu'on avait écrite, mais qu'il y avait des... Le monde écoutait juste nos « j'ai mal au sein ». C'était comme juste des phrases qui avaient rien à voir, mais tout le monde écoutait que ça. Puis c'est comme devenu un hit. Puis ça m'a donné le goût de faire de l'humour, puis particulièrement de l'humour absurde. T'avais Parce quel que âge? j'étais secondaire 4, fait que je devais avoir 16, mettons 15-16. Puis après ça, en secondaire 5, j'ai commencé à écrire dans le journal étudiant de l'école où j'écrivais des nouvelles absurdes. Fait que je te dirais que la phrase qui a probablement déclenché ma carrière, c'est « Ma déprime est au rebord du cheval » qui m'a comme marqué cette phrase-là parce que je me souviens que c'est comme si ça avait déclenché de quoi. Je sais pas pourquoi, mais le rire que ça a provoqué chez mes amis quand on le pratiquait, puis on s'est rendu compte après quand on l'a fait devant le monde que effectivement la phrase « Ma déprime est au rebord du cheval », tout le monde l'a ri dans la classe. C'est quand même génial que tu trouvé qu'est-ce qui te faisait rire toi, puis qu'est-ce qui te faisait rire... Faire rire les autres par rapport à toi. Ouais. Dès le début. Dès le début, tu as compris. Mais c'est- d'un addon quand même. Il y a quelque chose qui était comme... Ce qui est encore mieux. Ouais, c'était comme... C'est comme si c'était instinctif, ça a comme été garoché comme ça. Faut dire que j'écoutais, moi... je pense que le sitcom Seinfeld commençait à l'époque. Je me souviens que je tripais là-dessus. Ça ressemble pas du tout à Seinfeld, ce que je fais, mais c'est quand même dans les eaux de l'absurde, Seinfeld, etc. Puis c'est... Ben, la plupart des intrigues de Seinfeld sont super Ah, absurdes. ouais. Ben- Hélène qui fait des auditions pour savoir qui va coucher avec elle parce que sa Ouais, pilule ouais. menstruelle, sa pilule va bientôt être à sa échéance, puis elle veut bien Ouais. en profiter. C'est très absurde. là. Sponge-worthy. Ouais, c'est Quand ça. elle dit « You gotta be sponge-worthy ». Parce qu'il reste très peu aussi de contraceptifs. Ouais, C'est ça. c'est un bon épisode. Mais plus ça va, parce que Larry David, à un moment donné, il a quitté pendant les 9 saisons. Je pense qu'il a quitté à la saison 6 ou 7. Mhm. Puis c'est de plus en plus absurde vers la fin. Puis souvent, le monde dit les 2 dernières saisons, c'est plus tough quand Larry David n'est pas là. Puis moi, je suis vraiment pas d'accord. Je trouve ça. J'aimais ça avant, mais pour moi, des épisodes que je préfère, c'est peut-être dans les saisons 8 et 9 quand Kramer, il fait des combats de coq. Il appelle son coq Little Jerry Seinfeld. Puis il y a comme un parallèle entre Seinfeld puis le coq. Puis il fait des combats de coq. Il entraîne son coq. Il fait Je pense faire que des exercices. Les dernières saisons, quand il n'est pas là, c'est vraiment, 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 vraiment drôle. Mais la raison pourquoi on préfère les premières là, dans l'imaginaire collectif, c'est que c'était la télévision qu'on n'avait jamais vue. T'es senti Ouais, dans la ouais. vie, là, ce qu'on nous retienne, c'est quand tu brises des conventions. Puis Effectivement. dans les premières saisons, tout ce qu'il faisait, c'était briser des conventions. Hey, on fait un Effectivement. épisode de 22 minutes sur la masturbation. Ouais, Let's go, ouais. puis on ne nomme jamais d'affaires comme ça. Ouais, ouais, C'est pas que c'est effectivement. plus drôle, mais c'est plus... C'est plus original. C'est Voilà. plus anticonformiste. Voilà. Après, ça l'était, mais différemment. Ouais, dès qu'il avait compris qu'est-ce qui fonctionnait, ben, il déconnait. Puis... C'est ça. Parce que je les comprends d'avoir évolué parce qu'à un moment donné, tu sais, je trouvais que dans la saison 5, mettons, il y avait comme des épisodes justement où c'était comme. Je trouvais que ça allait pas assez loin, où c'était comme.
je trouvais que c'était comme trop dans un entre-deux de je sais pas comment dire ça, mais on dirait que je trouvais qu'il se perdait un petit peu. Là. Ceci dit, j'adorais ça quand même, mais mettons Oui, parce que, à mon avis, vu que c'était tellement différent, t'as pas de repère. Non, Par exemple, c'est ils ont fait une saison complète sur Jerry puis George qui est qui est Larry David, sur le fait qu'ils écrivent Seinfeld. Ouais, non, c'est quand même fucked up. C'était vraiment brillant. C'est une bonne série. Fait que là, tu peux pas. C'est normal que tu vendes deux affaires, t'as aucune idée. Ouais. Puis il paraît que Jerry Seinfeld puis Larry David, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait des scénaristes. Puis les scénaristes lançaient ce qu'on appelle des plots, des intrigues. Puis quand un scénariste leur disait pourquoi on peut pas faire ça, ça marche. Ça a marché dans le passé. Ils disaient mais la raison pourquoi on le ferait pas. Si ton intrigue, je l'ai vue ailleurs, ça m'intéresse pas. Ouais. Puis il paraît des fois quand les gars, il y avait des intrigues hyper détaillées, ils pitchaient. Puis là, mais il n'y a rien qui marchait. Ils s'assoyaient, ils se mettaient à jaser. Puis un mini détail de leur vie, comme exemple. Ah ouais, mais j'ai un de mes amis qui mange une barre de chocolat avec couteau fourchette. OK, écris là-dessus. Puis là, les gars sortaient. Faut que j'écrive une intrigue où le gars, il mange une barre de chocolat avec des ustensiles. Comme tabarnak. C'est vraiment difficile d'écrire pour ça parce que c'était toujours ce que les gars ce qu'ils aimaient. Puis... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que c'est le premier moment où j'ai fait de la scène, c'était en secondaire 4. Mettons, hormis les exposés, dans un contexte un petit peu plus humour, parce que même si c'était scolaire, c'était quand même une pièce de théâtre humoristique qu'on avait écrit. Ben, une pièce de théâtre, un sketch là, de mettons, 8 minutes. Mais fait que je dirais que c'est là. Puis après ça, je pense que ça a été à l'école de l'humour. Après, comment tu as su que l'école existait, puis comment tu t'es inscrit? Qu'est-ce qui s'est produit? En fait, j'avais envoyé... Moi, je tripais sur La fin du monde était à 7 heures. Puis j'avais envoyé un démo à La fin du monde était à 7 heures où je disais, voici ce que ça donnerait si j'étais chroniqueur chez vous. Génial. Puis... j'espère que Marc Brunet l'a vu. Sans doute. C'est sûr qu'ils l'ont vu parce qu'ils ont fini par en mettre un bout à la TV pendant que j'étais à l'école de l'humour. Mais un bout, en fait, c'est que ils l'ont mis un peu ironiquement, mais pas méchamment. Je pense qu'ils trouvaient... C'est juste que c'était tellement déconnecté, le bout qu'ils ont pris. Puis ils l'ont mis dans un contexte qui n'avait aucun rapport avec ce que Marc parlait. Genre, c'était dans son bulletin de nouvelles. Puis là, il dit alors, voyons voir ce qu'un de nos fans en pense. Je sais pas quoi, puis c'était moi qui faisais dire. Puis parce que je disais que j'avais comme une. Vu que j'avais enregistré chez nous avec la caméra de ma mère, j'avais passé sur record, j'étais tout seul chez nous, je me rappelle, j'étais comme. C'est pas ce qu'ils en prennent un peu, là. Ben, en fait, c'est que j'étais tellement. Pour moi, c'était tellement un trip que j'étais moi-même incertain de mes compétences que je voulais même pas que quelqu'un me filme parce que ça m'aurait gêné plus. J'étais à la même place. Donc, je pesais sur le record, là, puis là, je disais Marc va être interprété par une demi-tulipe. C'est que chez nous... Oh, ça marche encore, mais je m'en fous! Non, mais le pire, c'est que je l'assume encore, la chronique. Non, mais... C'était quoi la chronique? Non, mais c'est ça, c'est que... J'étais allé dans l'établi chez mes parents, puis j'avais vu que je sais pas pourquoi mon père avait ça. Je sais pas si c'était voulu, mais il y avait comme un bout de bois qui avait vraiment la forme d'une demi-tulipe. Vraiment, là. C'était comme si c'était une demi-tulipe. Fait que j'ai dit, OK, je vais clouer ça sur un bout de bois, puis je vais dire que Marc, c'est une demi-tulipe. Fait que j'avais peinturé la demi-tulipe en rouge, j'avais fait le bâton vert, puis je dis, Marc sera interprété par une demi-tulipe aujourd'hui. Puis là, fait que je m'adressais à Marc. Puis la chronique, c'était comme un collage de plein d'affaires. Je faisais comme un petit bulletin de nouvelles, une chronique de cinéma, une chanson. C'était comme plein d'affaires. Puis il y a des affaires que j'avais fini par faire là-dedans que je trouvais drôle, que j'avais mis dans mon audition de l'École nationale de l'humour. Fait que ça devait pas être si mauvais parce qu'à l'école, ils m'ont pris à cause de beaucoup de gags que j'avais faites pour La fin du monde était à 7 heures. Puis après ça, j'ai travaillé avec Marc Labrèche. J'ai fait Le Grand Blond avec un show sournois. Puis Richard Goyer, qui était au contenu, au Grand Blond avec un show sournois, il était au contenu avec La fin du monde était à 7 heures. Puis c'était le grand partenaire de Marc Brunet à l'époque. Les deux travaillaient ensemble. Puis à un moment donné, j'y ai rappelé parce qu'au début, j'ai fait une première chronique. Moi, j'avais fait le numéro du restaurant. Je sais pas si tu me dis ça. Bien sûr. Fait que ça, c'est comme le numéro qui m'a fait connaître. Fait qu'au Grand Blond, ils m'ont dit, on aimerait ça que tu refasses ton vulgarisateur, mais en format chronique, où tu nous vulgariseras d'autres affaires. Puis j'avais fait une dizaine de chroniques. C'était avant que La fin du monde finisse. Puis
Puis là, après une couple de chroniques où j'étais un petit peu plus à l'aise, parce que moi, je suis super gêné dans la vie, fait que j'arrivais aux réunions de prod, puis mes chroniques avaient scoré, fait que j'étais comme un petit peu plus en confiance, mais ça prenait du temps avant que je devienne à l'aise. Puis à un moment donné, j'avais dit à Richard Goyer, tu te souviens-tu d'un gars qui vous avait envoyé une chronique que Marc, c'était une demi-tulipe? Puis là, il fait « Ouais. » Je me pointe là. « C'était moi. » J'ai fait « Hein? » Je dis « Ben, c'était moi. Tu savais pas, j'avais un chapeau. » Puis là, dans sa face, c'était comme « Hein? » Puis là, il m'a dit « T'as pas idée à quel point on a parlé de cette chronique-là. C'était un running gag dans les réunions de prod. » Puis là, OK, je dis « OK, là, ça m'a comme allumé. Je dis « OK, je veux juste savoir, sois honnête, est-ce que vous vous moquiez de moi ou vous trouviez ça quand même bon? » Il dit, on trouvait ça bon, mais on trouvait ça fucking déconnecté. Mais on trouvait ça bon pour vrai. Mais il y avait des affaires là-dedans qui sont comme devenues des inside jokes. Fait qu'on te pluguait souvent, on parlait de toi dans les réunions de prod. Je ne dis pas que c'était un sujet courant, mais des fois, il y a des affaires de toi qui popaient. Puis, parce que moi, je me rappelle, j'avais dit à Louise Richer, quand ça avait passé à la TV, j'étais à l'école de l'humour, puis là, moi, je me demandais, j'ai dit, tu dois avoir de l'argent pour ça, parce que je connaissais pas ça, mais je dis, ben, peut-être que, ils ont quand même, ils se sont servis d'un bout de vidéo, c'est du contenu que je leur fournis, puis je suis pas payé, puis tout ça. Puis, ultimement, même, je pense que Louise, elle s'était informée parce qu'elle connaissait Richard Goyer, puis elle avait dit, ben non, on peut diffuser ça selon telle loi d'UDA, on a le droit. Peut-être que ça avait rapport avec la durée de l'extrait, je me souviens plus trop. Fait que. Mais c'est ça, fait que Richard Goyer, c'est comme. On se parle encore de temps en temps. Il a travaillé avec moi sur. Il a fait la script édition de mon premier show. Fait que c'est devenu. Mais c'est quand même absurde la façon qu'on s'est connus. Il se rappelait pas du tout que c'était moi qui avais créé un genre de truc un peu mythique à la fin du monde. Puis quand il l'avait mis en onde, j'étais devant TV live. Wow. J'écoutais toujours la fin du monde. J'étais un gros fan. J'étais avec mes amis, j'étais comme. Hein? Puis là, après, j'étais comme, ils se sont-ils foutus de ma gueule? Sûrement un peu, mais en même temps, tout le monde avait l'air de rire en studio. Puis le Marc, il fixait la vidéo. Mais tu sais, à la façon Marc d'accuser quelque chose. Parce que je me dis, ça se peut pas que Marc trouve ça dégueulasse. C'est comme impossible. C'est comme le genre d'humour qu'il fait. Puis finalement, Marc, c'est ça, j'ai fait puis quand la première fois que j'ai fait de la fin du monde, c'est-à-dire la première fois que j'ai fait de Guerre Blanche avec un show sournois, c'était pour vrai le rêve d'une vie. Là. Je me rappelle, j'avais dit à mes parents. Mes parents savaient que Marc Labrèche était comme quelqu'un qui m'avait inspiré, qui m'avait donné le goût de faire de l'humour, etc. Puis là, je vais en faire une chronique live à la TV avec lui. Je me rappelle, j'étais tellement heureux. Puis j'ai refait Info, Sexe et Mensonges la dernière saison, encore avec Marc. Puis c'est tellement un gars hallucinant. Là. Autant sa personnalité TV qui est toujours punché, là, honnêtement, c'est comme l'artiste que je trouve le plus... Tu l'invites dans n'importe quel contexte, il punch, ou il est intéressant. Même dans un contexte sérieux, il y a comme de la substance, il y a comme... Mais à mon avis, c'est son intelligence. Toujours c'est son intelligence. Ah ouais, il est tellement allumé, puis il est tellement le fun à jaser, fait que pour moi, c'était comme... c'est vraiment un privilège d'avoir fait ça. Mettons, ma carrière arrêtait là, j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose qui me comble. Ah, chouette. Toi, je crois que ça très rapidement, t'as fait, avec ton numéro de la vulgarisation de restaurant, très rapidement, tu as eu accès à des grandes scènes. Comment ça? Est-ce que tu as eu le vertige? Est-ce que tu savais pas ce que tu faisais? Oui, j'ai eu le vertige. Nous remettre en question pas nous remettre en question, mais nous remettre contexte. En contexte, oui. T'es à l'école, puis là, ensuite, tu fais un gala avec un numéro qui explose. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est quoi le laps de temps? Comment tu t'es retrouvé là? En fait, ce qui est bizarre, en fait, aussi, par rapport au numéro du restaurant, c'est que c'était un des vendredis à l'École de l'humour. T'as fait un gala avec un vendredi, man? Ultimement, oui, parce qu'en fait, c'était mon numéro de finissant de l'école, moi. OK. Le vulgarisateur de choses simples. Fait que c'était un des numéros que j'avais fait une des sessions. Puis là, on en choisit un des trois. Puis moi, j'avais choisi lui. Mais
un des vendredis, parce que souvent, quand tu fais un show de fin de session à l'école, tu prends un de tes vendredis qui a le mieux marché. Là, tu le Juste pour mettre en retravailles. perspective pour les gens qui écoutent. Un vendredi à l'École nationale de l'humour, dans le volet humoristique, à chaque vendredi, tu dois présenter un nouveau 5 à 10 minutes. Ouais. Et des fois, tu as un bon numéro. C'est rare, mais dans le cas de Jean-Thomas, c'est arrivé. Et ce numéro-là, tu le retravailles pendant quelques semaines et c'est ça que tu présentes dans le cadre du spectacle de l'École nationale de l'humour. Ouais, Vas-y. le show de fin de session, exact. Puis, sauf que moi, par rapport à ce numéro-là, j'avais fait un numéro, puis c'était le bout du restaurant où je disais, je suis un conférencier qui excelle dans l'art de vulgariser les choses très simples. Aujourd'hui, je vais expliquer qu'est-ce qu'un restaurant. Puis là, j'avais dit, c'est un endroit où les gens vont manger, les gens paient, c'est de la restauration, en fait. Puis après, je ne parlais plus du tout de ça, j'ai changé complètement de sujet. Puis, je me rappelle, j'avais regardé mes textes, puis j'avais dit, j'étais allé voir Louis, j'ai dit, ça te dérange-tu si je fais pas un numéro que j'ai fait le vendredi, mais que je prends juste une prémisse d'un de mes vendredis, puis que je fasse un 8 minutes avec, parce que je pense qu'il y a de quoi à faire avec, j'explique c'est quoi un restaurant, puis je dis, ça, c'était ma prémisse du début, mais je pense que je peux l'élargir, puis que ça dure 8 minutes, puis que je fasse un genre de conférencier qui se prend au sérieux. Puis elle avait dit, ben oui, vas-y, fais-le. Puis... fait que là, je retravaillais mon vendredi, mais je retravaillais quelque chose que j'avais aucune idée si c'était drôle. Je me souviens même pas si la prémisse avait marché quand je l'avais faite, mais je trouvais ça quelque chose d'intéressant. Mais moi, j'étais comme dans le vide, puis je travaillais avec François Havard. Okay? François Havard, qui est l'homme qui rit le moins sur la terre. Il donne jamais de clé à savoir s'il trouve ça drôle ou non. Puis là, je retravaille juste avec lui, puis là, j'arrive avec une première ébauche de texte. Puis là, il me donne des notes, mais il rit pas, il m'écoute, il me donne des notes. Puis là, je retravaille des affaires, puis là, je le répète devant lui, puis on recheck le texte, puis on fait 4-5 rencontres, puis je suis juste avec François Havard. C'est comme ma seule approbation que je pourrais avoir, c'est François Havard, mais comme François Havard n'en donne jamais, je suis comme complètement dans le néant, mais en même temps, je fais comme, tu sais, il m'écoute, puis... Il a pas dit non, parce que quand c'est pas bon, il dit. Quand c'est pas bon, il mentionne. Ouais, là, c'est ça. Il va te casser la gueule, mon chum, fais pas ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il a pas fait ça. Puis je veux toujours me souvenir, dernière rencontre, on se quitte, puis là, il y avait comme 3 jours après, on faisait notre numéro au Club Soda. Puis j'ouvre la porte, j'arrive pour partir, il dit « Jean-Thomas! » Je monte tout. Puis il dit « Ça va te faire un bon number. » Puis là, je fais « OK, ben merci. » Mais pour moi, le fait qu'il me dise ça, ça m'a vraiment rassuré. Parce qu'il connaît son métier, puis si François aime quelque chose... C'est ça. Puis, je pense qu'il l'a quand même senti. Je suis pas quelqu'un de super insécure, dans le sens, je suis pas quelqu'un qui demande souvent l'approbation, mais j'ai quand même senti que il devait penser que ça m'aiderait de me le dire, mais je pense qu'il le pensait, sinon il l'aurait pas dit. C'est à mon avis, c'est un des hommes qui a le plus un des artistes qui a le plus de flair comique au Québec. Il y a le talent et le... Oui, il y a un bon œil, je pense. Je dis ça parce qu'il a parlé de moi, j'ai l'air de me vanter. Mais non, mais dans le sens que... Ça a marché, ce numéro-là a marché un petit peu. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, j'ai fait le numéro, puis je me rappelle, j'avais dit à mes parents qui montaient à Montréal pour le voir, ça se pourrait que ça soit un désastre, mais sentez-vous pas mal pour moi. Sur scène, moi, je vais l'assumer du début à la fin si ça rit pas. Mais ça se pourrait que ça soit tout ou rien. Ça se peut que ça ne marche absolument pas, mais je leur avais dit, il n'y a pas de gag dans mon numéro. Oui, tu sais, c'est comme, j'explique c'est quoi un restaurant, il n'y a pas de gag, il n'y en a pas, tu prends le texte, il n'y a pas de gag. C'est comme de la tautologie, mais mon personnage, il se prend au sérieux, puis il s'écoute, puis il prend son temps, puis... Fait que mes parents avaient compris, ils disent, ben c'est correct, là, on prend des risques, si tu as envie de prendre le risque, vas-y. Ce qui est génial avec ton numéro, c'est qu'il faut vraiment, 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 vraiment connaître la comédie pour... Ouais, faut pas le prendre au premier... Rien savoir pour se lancer et le faire. J'adore ça. Ouais, peut-être. Se dire, yo, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Mais dans ma tête, pour moi, c'était comme... je trouvais qu'il y avait quelque chose d'effronté d'être sur scène sans gag, en fait. C'est magnifique. Puis m'arranger pour que ça soit drôle quand même. Puis pour moi, le vulgarisateur de choses simples, on dirait que c'était comme le packaging qui justifiait ça. Donc, je trouvais que ça fitait. Fait que quand je l'ai fait, le numéro, ça a été un hit la première fois que je l'ai fait. Fait que finalement, cette prise de risque-là, de prendre un numéro qui n'était pas un vendredi puis d'arriver sur scène pas de gag, ben ça... Tu sais, c'est devenu l'élément déclencheur qui a commencé ma carrière, en fait. Parce que si j'ai pas... Je dis pas que j'aurais pas réussi autrement, mais c'est quand même...
ça qui a fait en sorte que j'ai fait un gala super rapidement parce que au show des finissants, ce numéro-là, il se carrait vraiment. Tu sais, j'étais même avec les Denis, puis les Denis aussi avaient un hit avec leur numéro. Puis les deux, on a fait des galas super rapidement dans notre carrière. Puis mon numéro a super bien marché quand je l'ai fait dans le gala de Mario Jean. Tu l'as fait quand, ce numéro-là, par rapport à combien de temps après le... 1 an. En fait. 1 an, c'est tout. Un an. Wow! 1 an après l'école, puis ça a vraiment marché. Au début, quand je réécoute, je pense qu'il est sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir la version intégrale, parce que des fois, il s'est monté, mais le 7 minutes, il est sur... Si vous tapez Jean-Thomas Jobin, le restaurant version longue, vous allez le trouver. Puis ça prend quand même un 2 minutes avant que ça commence à rire, parce que c'est sûr que dans un gala, avec une recrue que les gens connaissent pas, il s'en vient nous expliquer c'est quoi un restaurant, où c'est qu'il s'en va avec ça. Fait que tu le sens. Tu vois qu'il y a une couple de petits débuts de rire rapidement, mais qui sont très éparpillés. Mais là, à un moment donné, le fun pogne, puis là, ça fait comme un crescendo, puis on dirait que le monde va encore, OK, ça finira jamais, il va juste nous expliquer c'est quoi un restaurant. On dirait que le monde a compris la convention. Ça veut pas dire que le numéro a fait l'unanimité, puis tout le monde l'a pogné, mais assez pour que ça fasse quelque chose de le fun, puis que moi, mais je me rappelle que, tu sais, fallait quand même... Ce qui m'aidait, parce que comme j'ai répété souvent, je suis comme super gêné, puis tout ça, mais le fait que je me transposais dans un contexte où je me disais, si on sort ce personnage-là du vulgarisateur de choses simples, puis on le sort du contexte d'humour, puis qu'on le met dans une conférence ou un TED Talk où c'est pas censé d'être drôle, mais ce serait normal qu'il se fasse regarder avec un point d'interrogation dans le front. Fait que on dirait que ça m'aidait à... S'il n'y a pas de rire, c'est pas grave. Prends ton temps. Ah, génial. T'sais, assume-le. Regarde, fixe le monde comme si t'étais pertinent, comme si tu voulais les éduquer. Ça m'aidait à être moins gêné puis à l'assumer plus. Parce que quand on regarde mon numéro, je l'ai re-regardé récemment puis j'ai l'air d'un robot. J'ai l'air sans émotion. Un restaurant, c'est un endroit où les gens vont manger et les gens paient. Donnent de l'argent pour manger. C'est un service qui est offert, c'est donnant. C'est de la restauration, en fait. Je fixe le monde, je prends mon temps. Puis voulez-vous que je fasse une synthèse du dernier bloc? Je répète, je prends mon temps. Mais avec le recul, je suis quand même fier de ce numéro-là parce que je trouve que ça prenait du guts Puis l'idée est géniale aussi. Il y a tout. L'idée est géniale et c'est super bien interprété. Les deux. T'es gentil. Mais je suis quand même content d'avoir pris ce risque-là. Puis mon père qui me disait souvent que c'est en se cassant la gueule qu'on apprend le plus, puis de ne pas hésiter à prendre des risques, puis de suivre son instinct. Il m'encourageait beaucoup là-dedans, puis ça m'a beaucoup aidé quand je leur ai parlé. Je leur ai dit, mon numéro, je ne sais pas s'il va marcher. Mon père a dit, t'as envie de le faire, s'il est risqué, vas-y, puis s'il ne marche pas, tu vas apprendre de ça. Puis on dirait que ça a toujours été mon minding dans ma carrière de pas devenir paresseux, d'essayer quand même d'essayer des affaires, quitte à me tromper, mais au moins, j'ai pas été paresseux. J'ai essayé quelque chose qui a été une erreur, mais que si je l'avais pas fait, j'aurais pas su que je suis allé trop loin. C'est juste pour essayer de gager les limites. T'sais. Tu comprends? Je comprends. Oui. Puis ce qui est génial aussi, c'est que tu es gêné. Je sais pas que quand tu es gêné, la pire affaire que tu fais, c'est des liners, mettons. Puis t'attends que le monde rit, puis tu as besoin des rires des autres. Ouais. Là, tu étais autonome. Oui, effectivement. Les gens regardent une performance, puis tu n'as pas besoin du public aux 13 secondes. Non, effectivement. Puis comme c'est un numéro, c'est beaucoup par l'accumulation. Oui. Là, je me disais, c'est normal qu'il faut que ça s'accumule dans la tête du monde pour qu'à un moment donné, il fasse comme OK, là, ça devient drôle, puis ça finit plus. Mais. Et aussi un truc scénaristique que tu fais dans ce numéro-là, c'est que le meilleur truc que tu peux faire, c'est pas donner la clé au public. C'est donner des indices puis ils comprennent par eux-mêmes. Ouais, exact. Je crois que là où les gens sont très, très, très heureux, c'est que tu fais confiance en leur intelligence. Ouais. Les gens comprennent où tu t'en vas puis là, t'es cap. Là. Mais souvent, il y en a, j'ai remarqué, parce que, tu sais, quand j'avais fait le show au show des étudiants, versus au gala. Au show des étudiants, quand je disais je suis un conférencier qui excelle dans l'art de vulgariser les choses très simples, j'avais un énorme rire parce que le monde comprenait que ça n'a aucun sens comme job, un vulgarisateur de choses simples.
Puis le monde embarquait vraiment vite, mais dans un contexte de gala, on dirait que c'était comme on te saisit, puis OK, où c'est que tu t'en vas, puis tout ça. Fait qu'on dirait que le second degré, c'est pas tout le monde qui le pige, évidemment, c'est bien correct. Là, mais mon hypothèse, je peux me tromper, là, c'est que ceux qui vont, à l'époque, surtout ceux qui allaient voir le show d'École nationale de l'humour, c'est des tripeux d'humour. Ouais, ils veulent voir exact. les nouveaux. Puis un gala, c'est juste, c'est le gala, faut bien aller voir ça. Ouais. C'est pas des tripeux. Ouais, ils ont plus le référent de qu'est-ce qui se fait, puis c'est quoi les balises, puis qu'est-ce qui est de l'anti-humour, qu'est-ce qui est de l'anti-traitement ou de la parodie du traitement. C'était à Mario Jean, le public de Mario Jean. Oh, Ses punchlines sont très premier degré. Là. Mais il m'a super bien présenté, il était super Je généreux pas. dans sa présentation. J'ai rien à dire sur ce... Un truc qui me rentre pas dans la tête, parce que moi, bizarrement, j'ai appris que vous étiez amis, toi et Mike, au podcast. Ouais. Et comment vous êtes devenus amis? Parce qu'à première vue, c'est Ouais. pas vous êtes pas deux personnes qui... Ouais, on Qu'est-ce qui peut arrive? clasher, mais... Mais à première vue, si on fait juste vos personnalités, ouais, on dit pas, ben oui, ça c'est deux amis. effectivement, mais il y a, je dirais que c'est ces réseaux sociaux que ça a commencé surtout. On s'envoyait des gags sur Twitter en inbox ou on C'est récent. Je dirais que ça fait qu'on est amis, ça fait peut-être 4 ans. Là. Extrêmement récent. Ouais, c'est assez. De plus en plus qu'on l'est, mais je dirais que depuis 4 ans, on est très amis. Puis ça a commencé ces réseaux sociaux, on s'envoyait des gags ou mettons quelqu'un, un de nos fans respectifs nous envoyait quelque chose de très étrange. On faisait une capture d'écran, puis on se l'envoyait. Puis là, on a développé plein de running gags, puis tout ça. Puis je suis allé chez eux une couple de fois. Puis là, on a commencé à développer un peu plus une amitié, puis après ça, au podcast. Puis c'est vraiment quelqu'un là, que j'adore. Pour vrai, là, c'est comme... puis on dirait que... là, c'est de plus en plus connu à quel point c'est quelqu'un de généreux, puis d'humain, puis de sensible. Il donne beaucoup. Il donne énormément. Il donne des choses qu'on lui demande rien. Il Ah donne ouais, des exact. choses pas toujours qu'on mérite, pas toujours qu'on Ah, mérite. effectivement. C'est vraiment impressionnant. Il pense beaucoup aux autres, puis il est gentil, puis il est vraiment hilarant aussi. Oui. Là, dans le sens, tu passes une soirée avec, tu ris tout le temps. Là, j'ai rarement vu quelqu'un avoir autant la comédie dans le sang. Là. Mm-hmm. C'est comme tout. Tu sais, il y a des réflexes de puncher, mais tout pour lui est un. Pas tout pour lui est un gag, parce qu'il est capable d'être sérieux aussi, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire. Il peut faire une blague n'importe quoi. Ouais, avec peu importe n'importe ce que tu quoi, lui lances, se il va faire une blague. souvenir de quelque chose qui est arrivé, puis de faire un callback. Mais c'est pas juste un callback qui est comme facile, c'est un callback où il rajoute une twist, où il rajoute une couche qui bonifie le running gag, puis après ça, il va le rebonifier. La prochaine fois qu'il va s'en servir, il va rajouter quelque chose pour que ça soit pas juste facile, puis on rappelle le gag. C'est vraiment quelqu'un qui a une intelligence, pas juste humoristique, il a une intelligence overall. Mais c'est ça, c'est que souvent, les gens, quand ils analysent son humour... Tout ce qu'il analyse, c'est ses sujets. Ses sujets, puis le côté vulgaire. Puis son beat. Son espèce de coup de drum. Là. Mais son écriture est super intelligente. C'est super bien écrit. Ouais. C'est cérébralement et intellectuellement bien écrit. Mm-hmm. Sauf que les gens, souvent, de façon tape à l'œil, ils vont faire comme OK, mais il a sacré ou il s'est servi d'un sac ou c'est pas ça. C'est pas le fait qu'il sac que c'est drôle. Moi, des fois, je me sers d'un sac. Des fois, ça peut aider un sac, mais de la façon même comment il utilise ses sacs, c'est une manière de ponctuer ses phrases. Exact. Puis c'est... Puis il utilise le bon sacre. Oh, des fois, c'est le nom, tu vois des open micers assez limités du mic. Puis il sac, puis tu fais, c'est même pas le bon sac. T'aurais pas dû prendre. C'est pas calé, c'est tabarnak qui va là. Come on, man. Moi, j'utilise beaucoup Christy. C'est quand je me sens vraiment hargneux, je dis Christy. Non, je sac sur scène, moi, des fois, mais pas souvent, mais quand je sac, je pense que des fois, je me rends compte que si j'enlevais le sac, ça serait vraiment moins drôle. Mais je m'en sers pas souvent. Mais ceci dit, c'est ça, Mike, c'est vraiment une perle. C'est vraiment un être humain que j'aime vraiment beaucoup et très précieux. Qu'est-ce que je te dire? Oui, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie, à part Mike? Beaucoup de choses me font rire. Toi, tu me fais beaucoup rire, ces réseaux sociaux, je te l'ai toujours dit. Pas juste dans les réseaux sociaux, mais c'est ces réseaux sociaux que je t'ai découvert. Quand je joue au hockey. Quand tu joues au hockey, tu mets tes culottes à l'envers, c'est quand même assez drôle aussi.
Mais c'était non maîtrisé de ta part parce que je pense pas que tu fasses du Non, Mr. j'avais Bean. vraiment peur de me faire mal ce jour-là. Fait que je voulais. J'étais sûr que Non, c'était comme c'est ça que vrai, ça pour fonctionne. hockey, t'es vraiment divertissant, mais t'écris super bien, t'écris des super bons gags, tu me fais bien gros rire. Puis là, je suis content que tu commences à faire plus de scènes. J'ai hâte de te voir sur scène. T'as fait ta première partie de Mike à Albert Rousseau. Avec j'avais un talon vraiment déchiré, aimé avec ça. un tendon déchiré. Puis ça a bien été? Ouais. J'avais un. Mais t'avais-tu comme pris tes meilleurs gags ou t'as comme écrit quelque chose pour ça? Non, moi, ce qui s'est produit, c'est que j'étais allé jouer au basketball la journée même. À Québec? Non, à Montréal. Ok. Et je me suis déchiré le tendon d'Achille, je ne savais pas. J'ai joué au basketball, puis j'ai entendu un dans ma jambe. OK. Je me suis dit, c'est une crampe. Parce que quand t'as une crampe, ça. Tout le monde sait ça. Ouais, ça snap. Alors j'ai appelé. Moi, je devais rejoindre Steph, vu que Steph a produit Mike. J'ai suivi Steph pour aller à Québec. Puis rendu à Québec, Mike m'a fait Ah, Thomas, t'es là. Monte sur scène. Fais-moi un 5-10. J'ai fait OK. Fait que là, j'ai parlé à Steph. J'ai fait Qu'est-ce que je fais? Elle dit Fais juste tes meilleures blagues, une après l'autre, puis fais le flash-feu. Fais tes meilleures blagues, fais le flash-feu, sors de scène. J'ai fait OK. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis monté sur scène, j'ai fait mon numéro. Mais dans le sens, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, pas de problème. Mais t'as. Parce que ça devait être quand même un peu terrorisant la dernière minute, mais quand elle t'a dit fais tes meilleurs gags, t'es avais-tu fait assez récemment pour t'en souvenir par cœur, mettons? Bizarrement, je me souviens toujours de mes blagues. OK. Bizarrement, je me souviens. Là, tu t'es fait un pacing dans la loge rapide, Ouais. puis... J'ai eu une demi-heure pour me préparer. J'ai fait un pacing. Moi, je suis chanceux parce que j'ai un segment qui fonctionne quasiment à tout coup. J'ai un segment qui fonctionne assez fort, qui s'appelle le filet à cheveux. Bizarrement, c'est drôle. Toi, tu fais un truc sur les restaurants, moi, c'est des filets à cheveux. On a chacun nos affaires. Et je me suis dit, peu importe ce qui se passe, si je vais tomber là-dedans, au Ouais. pire. Si tes 4 premières blagues fonctionnent pas, fais ton filet à cheveux. Qui Salut. dure un genre de 4 ou... Je te dirais plus 2-3. OK, mais t'avais quand même... Et heureusement, je l'ai fait. Et ce qui est comique, c'est quand je le faisais, tout le long, je me disais, je sais pas si je vais pouvoir me relever. Je sais pas parce que dans mon numéro, je me jette par terre. OK. Je me disais, vais-tu pouvoir me relever? Puis avant, j'avais dit à Preach, qui était là, qui est un homme très fort. J'avais dit, Costaud. hey, si je peux pas me le relever, va me chercher sur scène en faisant que c'est un gag. Puis j'ai fait, hey, bro. Puis heureusement, j'ai pu me relever. Mais j'ai fait Albert Rousseau avec un seul tendon d'Achille. C'est le surlendemain, je suis revenu à Montréal. Je suis allé à une clinique de physio. Et la physio me dit ouais, il faut que tu ailles à l'urgence. Puis j'ai passé une journée à l'urgence. J'ai fait une échographie. Puis ils m'ont dit t'as plus de tendon d'Achille, il est complètement déchiré. Mais sûrement que l'adrénaline a fait en sorte que tu t'es relevé aussi. Là. L'imbécilité aussi. Je suis très imbécile. Je savais pas ce que j'avais. Mais t'as juste dit c'est une crampe, il n'y a rien là. Ça veut dire que tu devais l'empirer là, en faisant certains J'aurais gestes. jamais dû toute la fin de semaine, moi je voulais suivre le groupe. Ouais. Parce que c'est en me promenant avec eux autres Ok. que j'ai empiré ça. Mais là, je suis guéri. Fait que, mais finalement, tes 4 premiers gags avant ton segment du filet à cheveux ont-tu marché? Tout a marché. Moi, je suis chanceux, vu que c'était la public de sous-écoute. OK, Puis ouais. vu que c'était les seules blagues qui fonctionnent chez moi à l'époque, ça fonctionnait. J'ai été Ok. super chanceux. C'est une des Ben, rares pas fois chanceux, t'es bon où aussi. j'ai articulé. Ça s'est bien passé. Puis moi, je suis chanceux parce que, tu sais, moi, c'est que j'ai vu que j'ai écrit sur des shows. Je suis habitué pour écrire pour des salles, pas pour des cabarets. OK, Fait que ouais. tout est- Ah ouais, je comprends. C'est la fois où ça a quasiment mieux. À l'époque, c'est la fois où ça avait mieux marché parce que c'était d'écriture qui était très, très, très sale, pas cabaret. Ok, Exemple, ouais. le flash-feu, je me jette par terre. Dans les cabarets, on voit rien. On voit juste un gars Mhm. qui est en dessous des chaises. Dans une scène, ça a plus de bon sens. C'est plus justifié. Ouais. OK. Puis je suis chanceux parce que je suis extravagant. Dans un. Je sais, il y a une place où je rentre jamais. En passant, le terminal, je suis jamais bon. OK. C'est toujours horrible. Puis je crois qu'une des raisons, c'est qu'ils sont tellement proches de moi Ouais, c'est que je les agresse. Ils ont peur que je leur perce les yeux parce que je parle comme ça. Mais la scène est très petite, ouais. Fait qu'ils ont peur un peu. Ils sont Ah, voyons, tabarnak! Ah, juste tu vas-tu? Ah! Fait que puis moi, vu qu'ils rient pas, je gonfle encore plus. Puis là, Ok. c'est Tu l'as fait souvent, le terminal? Oui, heureusement, Sarah me book souvent. Puis c'est ma Mais heureusement, si tu trouves ça tough à chaque fois, pourquoi tu dis heureusement si tu trouves ça pénible? Parce que je pense qu'elle se dit, il y a quelque chose. M'amener, il va comprendre. M'amener ici, il y a quelque chose. Ça marche pas, mais il y a quelque chose. OK. J'ai hâte de te voir. Moi aussi, j'ai hâte. Parce que je me filme, mais je me regarde jamais. Ah, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'enregistre, mais par contre, j'ai une mémoire. Je dis que j'ai plus de mémoire, mais j'ai encore une excellente mémoire sur si tel gag, mettons que je fais un nouveau 10 minutes, j'ai pas besoin de l'enregistrer parce que je me prends des notes le soir, je fais comme ça, OK, ça. Mettons, je fais des gradations, OK, lui, il a marché à.
mettons, je donne une note de 9 sur 10, lui 4. Puis là, c'est parce que je l'ai mal joué. Des fois, je donne une autre chance à un autre gag, mais j'ai pas besoin de l'enregistrer parce que je m'en rappelle à peu près pas à la virgule près, ça n'a comme aucun sens. Mais en tout cas, je me rappelle c'est quoi la force de chaque gag après. Mais évidemment pas un show de 2 heures. T'es calme et t'es analytique. Ouais, c'est ça, exact. Ça, je m'en souviens. Là, c'est comme si je replongeais dans mon numéro. Je disais, OK, ça a marché moins que je pensais. Ça a marché quand même plus que je pensais. Puis là, je prends des notes, puis je réessaie, puis je peaufine. Là, mais, moi, je suis émotif. Fait que je suis... C'est la meilleure affaire, l'histoire de la comédie, où, fait que m'aller travailler pour la ville de Montréal, être botaniste. Je suis très émotif. Tu te décourages vite. Oui, mais 3 heures après, ça va bien. C'est pour ça que je réalise qu'il faut que j'aille des gens des yeux extérieurs. Puis là, tu t'en as-tu... t'as jamais... C'était comme juste... Il t'a comme dit, monte sur scène parce que t'étais là, puis tout ça, mais... J'étais chanceux parce que, avant qu'il me demande de faire ça, ça faisait peut-être 8 mois que je faisais de la scène de manière extrêmement sérieuse et assidue. Okay. Maintenant, c'est la seule affaire que je fais. J'ai plus de gig d'écriture. Tout ce que j'ai, c'est la scène. OK, c'est cool. Je fais juste ça. C'est ça mon métier. Mon objectif, c'est d'être bon en stand-up. Fait que je le fais le plus souvent possible. Je dis non à aucune gig. Hey, si vous voulez me booker, allô? Je joue n'importe où, dans n'importe quelle condition. Montréal, pas Montréal. Je fais mon permis de conduire en ce moment pour aller à des spectacles à l'extérieur de Montréal. Je joue le plus souvent possible. Puis est-ce que des fois, moi je me rappelle que je t'avais dit ça quand on avait fait sous-écoute ensemble, mais est-ce que des liners qui marchent sur Facebook, y en a-tu que tu essayes sur scène des fois? Une chose que... Au début, je faisais pas ça. Je faisais pas de liner. Puis Steph me disait toujours, fais tes lines que Jean-Thomas dit. Fais tes lines que Jean-Thomas dit. Puis après 6 mois, je l'ai faite. Il y a une ligne que tu t'as lue que j'ai réussi à remettre qui fonctionne. Mais pourquoi dans ce sens qu'elle remettre, pourquoi qu'elle fonctionnerait pas? Parce que c'est des bons gags? Parce que moi, j'avais un problème au début. L'affaire, c'est que là, c'est plus facile de développer du matériel parce que j'ai une meilleure manière. Je suis capable de lancer une blague. Mm-hmm. Fait qu'au début, c'est ça qui est tough au début de commencer à faire du stand-up. C'est que tu connais pas la valeur de ton humour, t'es nul. Mm-hmm. Fait que des fois, c'est pas le matériel, des fois, c'est juste les gens comprennent pas, ou tu bégayes, ou t'as pas de présence scénique. Mais au début, c'est mon problème. C'est quand je faisais des lignes, je parlais sur un ton qui n'a aucun sens. Fait que les gens écoutaient pas les blagues. Ils étaient comme, pourquoi ils parlent comme ça? Je comprends. Dans le sens que moi, quand je les ai lus à sous-écoute, je les lisais parce que je trouvais que le ton... de toute façon, je les avais pas par cœur, mais le ton lu, effectivement, toi, quand tu l'écris, c'est peut-être un peu plus littéraire. Puis moi, je le lisais comme si c'était écrit. Fait que peut-être que... ça devait être plus tough de le faire comme si ça sortait spontanément, ou c'était tout ça le défi. Mais là, il y a une blague que t'as dit, que t'as lu, que je fais, gag, que je fais puis qui fonctionne. OK. Parce que les autres, parce que tu pourrais-tu quand même les retravailler pareil? Mais là, je fais plus de liner, c'est ça l'affaire. OK. C'est que je fais plus de liner. OK. Je suis plus, je parle. OK. J'ai des gags là-dedans. Puis celui-là, j'ai réussi à le placer. OK. Bon, mais moi puis Steph, on va dire faire des liners de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Mais, fais les trucs à ton rythme. Mais de temps en temps, fais un petit liner pour nous divertir. Fais-nous du bien. Une interlude. Fais-nous des petites interludes de temps en temps. Le meilleur, au mois de mars, j'avais la période, je fais du commentaire social. Ah ouais? Ouais, j'expliquais que l'église, là, sont pas morales. Ils font la morale. Ils sont immorales. C'était ça mon matériel. Puis surprise, c'était pas bon. Puis personne ne voulait m'entendre. J'ai eu 1 mois et demi où j'étais... je suis la réincarnation de Bob Hicks. Puis quand les gens vont dans un bar, c'est pour changer la société. Fait que j'étais une espèce de mélange de Bob Hicks et Lénine. Mais pourquoi? C'est parce que tu as l'impression que c'était une twist qui te particularisait, ou c'est parce que c'était comme une vocation? C'était ça, une vocation. Je suis brillant. Faut que le monde se sache. Il faut que les gens sachent mes opinions. Ouais, parce que le monde sans moi ne réfléchisse pas. Ah, OK. Fait qu'il y a quelque chose de narcissique. Là. Voilà, quand je parle, là, enfin, ils réfléchissent. Enfin, ils ouvrent les yeux grâce à moi. Ça m'a pris quelques semaines de réaliser que c'est pas ça. Mais c'est parce que c'était quoi la vibe dans la salle? C'est parce que tu avais l'impression que les gens non, c'était sentaient que c'était pas toi, genre? Non, c'était nul. Le matériel était nul, puis j'avais pas de joke. Mes jokes, c'était toujours des choses comme « Hein?
le viol des prêtres. Hein? Puis le monde disait, ben oui, les prêtres, ils violent, on le sait. C'est quoi ça? C'est terrible. Au second degré, ça peut quand même être drôle là, de faire des. Il n'y a pas de, deuxième degré. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe dans la société? T'es plus un éditorialiste. Ouais, c'était terrible. Si t'avais pas de gag, tu disais juste les prêtres, lâcher les enfants. C'était exactement ça. Ouais, il manquait peut-être de gag, mais en même temps, si c'est. Moi, j'avais déjà fait un numéro qui était comme une parodie de l'humour engagé, où je disais... je pense à un des numéros que j'ai fait après mon restaurant, mais c'était... Ça s'appelait... je l'appelais ça le revendicateur, puis c'était que... je disais que je me choquais sur ce qui se passait au Québec, j'avais des affaires à dire, attelez-vous, ça va brasser, puis là, je disais genre... au Québec, ça ne va pas bien. Jean Charest, il frise, ça n'a pas de bon sens. Hey, ça n'a pas de bon sens, des cheveux frisés comme ça. Je disais, les libéraux, ils se moquent de nous, ils nous comptent des menteries. En tout cas, bref. Mais ta parodie, c'était moi. C'était moi, mais rajoute des mains comme ça. Puis moi qui... Par contre, ce que j'ai découvert là-dedans, c'est que tout ce que j'écrivais, c'était nul. Fait que m'amener... J'étais écœuré de ce matériel-là. On m'a booké, puis j'ai fait, j'ai pas de matériel. Tout ce que j'ai, c'est crier sur l'Église catholique. Alors, j'ai conté une anecdote. C'était pour Humour GHB. Ces deux anecdotes-là, vu que je les avais pas écrites, puis je me dis, c'est nul. Interprète comme si ta vie en dépendait. Ça a marché. Fait que depuis ce temps-là, je pense que j'ai compris que ce qui peut être le fun chez moi, c'est quand j'ai de l'énergie et que je raconte. Alors, ça m'a vraiment... C'est un moment-là creux. Pour passer par-dessus, ça m'a vraiment... Ça fait un effet domino qui t'a amené à autre chose. Tous mes amis, Reda plutôt. Reda arrêtait pas de me répéter « Ah, je te vois sur scène, t'es correct, mais c'est quand tu délires. Il faut que tu délires. Si t'es juste... Tu peux dire des lignes, mais c'est un peu là où t'es spécial, c'est délirer. » Puis j'ai « Oh ouais, t'as raison. » Après, j'allais sur une soirée d'humour, puis je disais calmement que que Michael Jackson, c'était un pédophile. OK. Non, mais effectivement, c'est sûr que ton... Moi, je suis convaincu que... je t'ai pas vu dans des délires, mais je suis convaincu que il y a quelque chose... on le voit dans les podcasts, tu as quelque chose de charismatique dans le côté, je le dis pas méchamment, mais bébite, là, dans le sens que, OK, c'est comme si on veut gratouiller, on veut en savoir plus, on veut savoir c'est quoi son passé, c'est quoi ses réflexions. T'as quelque chose de très atypique, là, tant dans ton énergie que, justement, ton côté, je dis la vérité à tout le monde, puis je filtre pas, puis fuck it, c'est ça que je dis, puis il y a quelque chose de bien... d'intriguant là-dedans. Fait que je pense que ça peut assurément... De quoi ça fonctionne? Je me rappelle une fois, j'avais un mauvais show, puis je me suis mis à parler de mon rapport aux autres, puis pourquoi j'étais anxieux par rapport à l'amour de mon père. Puis là, tout le monde riait. Pendant que t'as commencé ton bit, ça marchait pas, puis t'as switché complètement. J'ai switché avec là, j'ai de l'anxiété, puis je parle de mon anxiété sur scène. OK, on fait un être humain, parce que vu que je jouais très très mal, je joue un peu mieux, je joue pas encore bien, mais je joue un peu mieux. Ça paraissait vraiment que c'était quelqu'un qui venait raconter des blagues. Alors, ça, tu peux pas surprendre personne. Puis là, t'étais comme plus naturel, t'étais plus spontané quand tu t'es mis à dire... T'as comme été livre ouvert avec le monde. Okay, mais est-ce que le monde pensait que t'avais switché à un autre bit ou que ça avait tellement l'air vrai, t'avais l'air livre ouvert de OK, je suis démuni devant vous. Là. Sachez-le, en ce moment, je suis démuni devant vous. C'est exactement ça. C'est un peu le secret de quand une joke fonctionne pas. Tu fais celle-là, on va l'acheter, puis tout le monde part à rire. Ouais. J'ai fait ça, mais au lieu de dire je vais acheter mon matériel, j'ai jeté mon matériel entre guillemets. Mais le sous-texte, c'est « je jette mon matériel », mais le texte, c'était « je vis plein d'anxiété, mais on va en parler ». OK. Je veux finir en te remerciant. Ça me fait plaisir. C'était le fun. On est allé du coq à l'âne, on est allé dans le deep au début. Après ça, un petit peu plus de léger, un petit peu plus de contenu. Je pense qu'on a fait un bel amalgame de plein d'émotions. Oui. Puis je voulais aussi te remercier de m'avoir invité au début au podcast de Mike Ward, parce qu'on se connaissait pas. Non, effectivement. On se connaissait vraiment pas. On s'était croisés en jouant au hockey-ball. Puis moi, si je m'avais vu au hockey-ball, au hockey-cosum, je ne m'aurais jamais invité nulle part. Oui, mais tu me fais rire, ces réseaux sociaux. Là, en ce moment, ce qui arrive avec les réseaux sociaux, c'est que je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je mette un truc
que je veux voir tous tes statuts. Parce qu'en ce moment, j'en vois moins qu'avant. Je sais pas si t'en publies moins qu'avant. C'est pas, j'ai une page, puis c'est plus compliqué. Ah, Plus nul ok. que ça. Tu fais pas des copier-coller? Je devrais. En fait, non. Mais je suis abonné à ta page. C'est que le problème, c'est que depuis le nouvel algorithme, comme tu vois moins d'affaires. Fait que là, on dirait que je vois moins tes posts, mais ils sont toujours aussi bons qu'avant. Mais j'étais vraiment content de t'inviter à sous-écoute quand Michel m'avait dit avec qui tu voudrais le faire. Puis quelqu'un que tu voudrais nous faire découvrir. Puis honnêtement, je ris souvent devant l'ordi de bon cœur en lisant tes trucs. Là, j'étais comme... En plus d'envie, parce que je t'avais vu au hockey, j'étais comme... Il est tellement... On dirait que son cerveau est toujours en ébullition et on dirait un sketch ambulant quand il marche. Il peut pas être mauvais au podcast, puis finalement, t'as été un gros hit. Fait que, Finalement, on a parlé de moi qui envoyait des photos de mon pénis et Ouais. de toi qui avait une manière très, très unique de se d'avoir un masturber. orgasme. Ouais, fait que ça a créé un super bon mix, je pense. Puis des fois, il y a des gens qui ont marqué. C'est arrivé une couple de fois que j'ai vu quand est-ce que vous faites un sous-écoute 2 ensemble. Je pense que ce serait cool. Je me suis On en parle à Michel, on fait ça quand tu veux. OK, avec plaisir. Puis, mais merci. Moi, pour vrai, ça a changé ma vie. Ben, J'ai tout d'abord remercié Mike, mais aussi, c'est toi qui as initié ça. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Ça- puis je te trouve très gentil. Je trouve qu'on a appris plein d'affaires humainement sur toi aussi aujourd'hui que je trouve nourrissantes. Puis t'es super talentueux, puis t'es le fun, puis ta blonde est adorable aussi. Puis en plus, j'ai fait ça, puis à ce moment-là, t'étais pas avec sa blonde, à ce moment-là. Non. Je pense que c'est Non, peut-être non. comme ça. Ah, puis peut-être que c'est grâce à moi que t'as une blonde, parce non, que... j'en ai parlé dans l'autre podcast. Ah oui, c'est vrai, elle est tombée en amour avec toi. Ben, en amour. Elle t'a trouvé intriguant, cutie et je sais pas trop quoi. À sous-écoute, c'est ça? Ouais. Tu vois? Chris, t'es une des personnes les plus endettées envers moi sur Terre, c'est Ouais. toi. Comment ça va se monnayer, tout ça? C'est clair que je t'allais déménager. Ça, c'est sûr. OK. Et si on a un enfant, c'est une femme, t'as sa main. la, Tu vas c'est-à-dire, avoir- ouais. la main de Steph ou la main Non, de non, future non, fille? la main Parce que si de t'as- l'enfant de Steph et moi. OK, mais ça veut dire que j'aurais probablement quelque chose comme 74 ans. Ben oui. Parce Mais que si, mettons c'est qu'on une attend qu'elle ait estimate. 18 ans, il faudrait que tu l'aies rapidement. Ouais. On a quand même un peu de lousse, là. Un peu de lousse. Mais il faudrait que ça... Tes derniers jours, tu vas l'avoir avec ma fille. Mais vu que tu es plus jeune que moi, tu risques de mourir après moi. Donc, il va falloir que tu prennes le relais. Mais Si, mettons... si je continue à boire du lait 3,25. Ah ouais, mais je ça, risque arrête ça. là. Ça va être une bonne conclusion. Arrêtez de boire du lait de vache 3,25 c'est un D'être sale. désastre pour le corps. Ouais, puis lavez vos pantalons. Faites pas comme Thomas, lavez vos pantalons. Surtout quand il y a des petites taches dégoulinantes qui ont tombé d'un chichtaouk. là. Comment ça, je voulais dire, c'est que comment j'ai commencé à faire ce numéro-là, c'est qu'un ami m'a dit tu te souviens quand t'as chié dans mes culottes chez vous? Puis je savais pas à quelle fois que j'ai chié dans mes culottes, il faisait référence. Parce qu'il y en a trop. Ouais, trop. Puis j'ai fait c'est pas bon, ça. Non. Pas. Ça, Moi, Steph, j'ai mettons, trop d'histoires. mettons, Steph, es-tu comme contente quand elle apprend que tu as chié dans tes culottes ou elle trouve quelque chose d'un petit peu creep? Ben, jamais, c'est jamais arrivé qu'elle fasse Wouh! Yeah! I'm fucking this man! I'm having sex with him on a regular basis!